Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo des Oscars, cette tradition annuelle où nous revenons sur tous les films en compétition avant la cérémonie pour faire mes pronostics et pour que je vous donne mon avis aussi sur certains des films qui sont en compétition, certains d'entre eux étant sortis depuis le début de l'année en France et pour certains d'entre eux, on me demande beaucoup mon avis, notamment Babylone. Il y a beaucoup de gens qui se sont énervés avec Babylone, c'est « faut que tu me dises ce que tu penses de Babylone ?» Genre ça revient sur toutes les vidéos, etc. J'espère que toutes les vidéos de début d'année vous ont plu, d'ailleurs, au passage, quand même tranquillement avant d'entrer dedans. Je tiens à dire que, pour ce qui est des Oscars, c'est probablement une des meilleures sélections qu'on a eues depuis très longtemps. C'est la première année où je n'ai pas à me plaindre des films qui sont sélectionnés. Je comprends ce qu'ils foutent là, je comprends pourquoi on les a pris. Il y en a plein qui ont beaucoup plu au public, il y en a plein qui ont plu au public plus attiré par les films d'auteur, par exemple. Donc chacun est content, chacun a son truc, on a des bons représentants, et chacun a des bonnes chances de remporter un truc. Il y a des succès populaires qui sont soutenus, comme Everything Everywhere All At Once. Donc, pour une fois, je dois dire que j'ai pas grand chose à reprocher à cette sélection des Oscars cette année, c'est plutôt cool. Pour ce qui est des pronostics vite fait avant d'entrer dans la liste des films, le grand chouchou de la soirée est Everything Everywhere All At Once. Pour ceux qui n'en ont pas trop entendu parler, parce que c'est un film qui a à la fois fait parler de lui et pas fait parler de lui. Il est sorti donc l'année dernière aux États-Unis et avec assez peu de communication, une communication habituelle pour des films du réseau, enfin de la boîte de production A24. Ils ont réussi à dépasser largement les 100 millions de dollars de recettes, ce qui pour un film plutôt indépendant est quand même extrêmement rare. Généralement ça reste en dessous. Ils ont réussi à rester dans le top 10 pendant plusieurs semaines parce que les gens adoraient le film, ils ont fait un bouche à oreille monstrueux et envoyé leurs amis le voir, etc. Et puis une fois leur carrière internationale commencée, ils ont réussi à convaincre à peu près partout dans le monde. Donc c'est une belle histoire pour Everything Everywhere All At Once et c'est sympa du coup qu'il ait autant de nominations et qu'il parte grand favori. Vraiment, ça a l'air d'être un engouement populaire sur ce film, donc j'espère que l'Académie saura le respecter et le récompenser à sa juste valeur. J'estime pas qu'il devrait tout remporter non plus, hein, mais il devrait quand même remporter un sacré paquet de trucs. Si c'est encore, comme il y a des années, vous savez, où il y a toujours un favori qui a 15 sélections, je pense pas que je sois capable d'avoir 15 sélections, mais un film qui a 15 sélections et il repart avec rien. Mais pourquoi vous lui avez donné 15 sélections s'il mérite rien? Est-ce qu'il avait besoin d'être nommé dans toutes les catégories s'il mérite rien à la fin? Donc voilà. Ensuite, on a À l'Ouest, rien de nouveau, qui est donc ce film allemand qui adapte ce roman allemand extrêmement connu également. L'adaptation divise, j'ai entendu des gens dire que c'était très bien, j'ai entendu plein de gens dire que l'adaptation avait retiré tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le bouquin. Je trouve, pour ma part, que ça marche très bien, et je trouve que, notamment pour la scène de fin, bon, j'y reviendrai peut-être un peu après, mais je trouve que pour la scène de fin, ça marche très bien. À l'Ouest, rien de nouveau est sélectionné pour 9 statuettes, tout comme les Banshees d'Inisherin. On a également Elvis, qui est nommé pour 8 statuettes, pour le grand retour de Baz Luhrmann aux Oscars. Ensuite, on a The Fabelmans, le film de Spielberg, sur Spielberg, entre guillemets, et du coup, il faudra qu'on revienne dessus. Fabelmans a 7 nominations. On a le Top Gun Maverick et Tar, qui ont tous les deux 6 nominations. Top Gun Maverick, donc grand succès en salle, c'est à peu près pour ça qu'il se fait nommer, hein. C'est un peu comme le Black Panther ou les films du MCU en général, quand ils arrivent aux Oscars, c'est généralement pour faire plaisir à leurs fans et à Disney. Et Tar, c'est un film qui est un peu plus particulier, il faudra qu'on en revienne du coup dans l'analyse de la critique. Black Panther Wakanda Forever a également 5 sélections, principalement des Oscars techniques. The Whale a 3 sélections, tout comme The Batman. Babylone de Damien Chazelle et Triangle of Sadness, ou Sans filtre en français, qui a pas mal marché auprès de la critique française et une partie des spectateurs français. On a également Woman Talking qui a 2 Oscars, qui vient de sortir en salle là le 8. Living également, qui est un film anglais. Et puis on a ensuite tous les autres films, donc une seule sélection. Donc on y reviendra au fur et à mesure. Je vais poser ça et je vous propose donc d'y aller pour un petit retour dans l'ordre alphabétique anglais de ces films. On reviendra du coup sur chacun sur quoi est-ce qu'il est nommé, et je vous dirai ce que je pense le voir remporter ou non. Et je tiens à préciser que par rapport à l'année dernière j'avais dit peut-être qu'on ferait un système de points pour tous les Oscars, des trucs dans ce genre-là. Je me suis dit c'est peut-être un petit peu trop particulier, un petit peu trop complexe aussi à réaliser, surtout que là j'ai pas vraiment le temps de préparer tous des tableurs et des machins en genre là pour que ce soit prêt à se faire rapidement après. J'ai décidé cette année de m'offrir 2 jokers. C'est-à-dire qu'il y a 2 catégories, et j'ai même pas choisi le nombre de jokers qu'il y aurait à la base, j'ai pas choisi les catégories spécialement, c'est juste, il y a des moments où j'ai eu des gros doutes, et j'en ai pas eu énormément, donc du coup, pour cela, je vais dire que je m'autorise un joker, et si jamais c'est un des 2, je me prends un point complet. Si c'est aucun des 2, j'ai toujours perdu. Donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu intéressant pour à la fois laisser du challenge et en même temps
essayer d'avoir un peu plus de choix valides. On va commencer avec le premier film, qui est un film d'auteur, qui s'appelle After Sun. Il y a un truc qui me fait énormément marrer avec ce film, c'est qu'il a reçu un prix, je crois que c'était à Cannes, un truc dans ce genre-là, qui s'appelle le prix French Touch. Et tu comprends pourquoi le truc a reçu un prix French Touch, parce que c'est un délire de film d'auteur français. La réalisatrice filme les vacances qu'elle a passées quand elle avait 13 ans avec son père, qui ont été manifestement des vacances charnières pour sa famille, et il semblerait qu'un gros événement ait succédé à ces vacances, il est suggéré à la fin du film, mais on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'on les suit en train de faire leur petite vie, et puis ils vont discuter entre eux, et puis à certains moments, la gamine va faire des répliques qui vont faire que le père remet en cause toute sa vie, et tout son parcours, et tout son machin, les questions du genre tu pensais que tu ferais quoi quand t'avais mon âge, à l'âge que t'as aujourd'hui, etc. Et tu vois le père qui lâche un grand silence, etc. Et tu fais... Ouh, tu sens qu'il y a beaucoup de questions qui viennent de passer dans la tête du mec là. Et c'est pour ça d'ailleurs que le film est en sélection. L'acteur Paul Mescal est nommé en sélection pour le meilleur acteur. Il fait une performance qui effectivement est assez touchante, mais je considère pas que ça mérite de recevoir un Oscar, et il y a bien plus intéressant dans cette catégorie. Donc je n'estime pas qu'il remportera quoi que ce soit. Ensuite, nous avons All Quiet on the Western Front, donc cette adaptation du roman allemand par l'Allemagne, qui est sorti sur Netflix, je crois, il me semble. Peut-être qu'en Allemagne il est sorti en salle d'ailleurs, je sais pas. Qui couvre donc la Première Guerre mondiale, et non pas la Deuxième. Qu'est-ce que j'ai l'air con. Je disais donc dans la petite introduction, il y a des gens qui se sont plaints du changement de la fin, et en fait je trouve que le changement est intéressant parce que tout en n'étant pas à la fin du livre, ce qui fait que du coup tu sais pas ce que tu vas voir arriver, tu arrives à exactement le même message final. Tu arrives à exactement au même nihilisme et exactement au même truc noir et sombre. Et je trouve que ça marchait extrêmement bien, donc je sais pas pourquoi il y a autant de gens qui se plaignent de la fin. Je vous encourage à aller regarder mes rattrapages, puisque c'est là-dedans que j'ai fait une critique un peu plus complète. Même si elle n'était pas très complète, mais une critique un peu plus complète de All Quiet on the Western Front. Le film fait partie de ceux qui sont les grands favoris. Il est en sélection pour meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleure cinématographie, meilleur film international, meilleur maquillage coiffure, meilleure musique originale, meilleur décor, meilleur son et meilleurs effets spéciaux. Alors les effets spéciaux, c'est quand même juste, il doit y avoir 2-3 passages où il y a une fumée, et puis il y a des tanks qui étaient trop chers à avoir sur le tournage, donc du coup ils les ont fait en 3D, etc. Donc genre il doit y avoir 3-4 plans avec des trucs en effets spéciaux. Il y a des films comme ça, t'as l'impression que vraiment on fait en sorte de les nommer partout, mais on sait pas trop pourquoi presque. Donc du coup, je lui donne pas spécialement celui-ci. Au niveau du son, il y a un travail qui va du son le plus silencieux au son les plus bruyants et qui te prennent les oreilles. Il y a un travail qui est intéressant, mais je ne pense pas non plus qu'il emportera quelque chose. Production design, c'est principalement quand même de la boue et des tranchées. C'est très sympa d'avoir reconstitué tout ça, mais c'est pas le décor le plus monstrueux à reproduire non plus. Musique originale, je l'ai pas vraiment retenu. Un petit peu de la musique d'ambiance qui disparaît un peu au fond, avec pas mal de violons. Maquillage, à part les salir un petit peu, bon, c'est pas énorme non plus, quoi. Je crois qu'ils voulaient, ils leur ont rajouté des moustaches et des machins et des barbes et des trucs dans ce genre-là pour leur donner un petit aspect plus poilu et trucs dans ce genre. Mais franchement, c'est pas un travail extraordinaire. Meilleure cinématographie, je pense pas qu'il l'aura non plus. Et meilleur film, je ne pense pas. Je pense qu'il a ses chances pour meilleur scénario adapté. Bien que beaucoup de gens ne soient pas d'accord sur la qualité de l'adaptation, mais c'est un film qui a été sélectionné dans tellement de trucs, je pense qu'il va finir par recevoir quelque chose, et je me dis peut-être meilleur scénario adapté. En tout cas, je suis quasi certain qu'il recevra l'Oscar du meilleur film international, puisque dans la sélection des meilleurs films internationaux, c'est le seul qui est sélectionné dans d'autres catégories. Tous les autres sont réservés à la section meilleur film international. Donc voilà, malheureusement. Justement, passons au film suivant, qui est également en sélection pour le meilleur film international, et uniquement ça, il s'appelle Argentina... Merde... 1985, on va rester simple. Argentine 1985 se concentre sur un procureur qui est chargé de faire le procès aux civils de l'ancienne dictature du pays. Il n'y a pas grand chose à dire sur le film, c'est parmi ces grands films historiques qui reviennent sur des événements assez importants, et c'est fascinant en soi de voir simplement l'avancée des enquêtes, des interrogatoires, du procès lui-même. C'est une histoire qui est relativement passionnante à suivre. J'ai vraiment plutôt pas mal aimé le film, c'était vraiment plutôt bien foutu, il y avait des personnages qui étaient assez rigolos et intéressants, et puis de très bonnes réparties aussi de la part du personnage principal,
Mais le style aussi est assez intéressant, c'est filmé en 1... Alors je sais pas, c'est peut-être du 1,37 ou peut-être un ratio un peu plus large. Il y a eu des ratios bizarres cette année dans certains films, mais c'est vraiment pas le film de l'année, donc par rapport à d'autres trucs qui sortent, etc. C'est juste un très bon film qui raconte son histoire, mais c'est juste ça, quoi. Donc je ne pense pas qu'il remportera une statuette pour quoi que ce soit. Avatar 2, La Voie de l'eau, ou The Way of Water en version originale. Le film n'est pas parmi les favoris. C'est un gros changement par rapport au premier Avatar, qui est un peu comme Titanic avait fait une razzia sur toutes les nominations et tout dans ce genre-là. On voit que ça divise beaucoup plus Avatar 2, je suis pas le seul à penser que c'est pas forcément l'accomplissement extraordinaire de 10 ans de travail et trucs dans ce genre-là, et que c'est une œuvre irréprochable. Si vous voulez avoir ma critique, il y a un vlog qui est sorti, elle a déjà bien marché le vlog. Je pense que vous savez ce que je pense du film. Le film est en compétition pour meilleur film, meilleur décor, meilleur son et meilleurs effets spéciaux. À moins d'un cataclysme absolument inimaginable, je vois peu de moyens pour Avatar 2 de repartir sans l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Mais on n'est pas à l'abri d'un fuck you envers James Cameron, qui apparemment n'est pas tout à fait populaire à Hollywood. En tant que meilleur son, j'estime aussi qu'il devrait le recevoir. C'est plus pour un travail naturel et réaliste par rapport au son, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu es sur un film qui se base à la base sur un univers qui n'existe pas du tout, et t'arrives avec un design sonore suffisamment bien foutu à donner l'impression que le truc marche super bien. Même s'il y a des séquences sur lesquelles tu oublies le son du bateau. Je voudrais revenir 2 secondes là-dessus parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le reproche. Je dis pas que tu peux jamais avoir des gens qui sont sur un bateau sans avoir le bruit du moteur qui te défonce les oreilles ou quoi que ce soit. C'est juste que dans certains plans, il y a le bruit du moteur et du bateau, et dans d'autres plans, il y est pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un faux raccord, il y a un défaut, il y a un son qui est là sur certains extraits et qui est pas là sur d'autres. Parce qu'il y a des gens qui sont... évidemment, de toute façon, dès que je dis un truc, si on peut essayer de l'interpréter en mode « de toute façon, tu comprends pas l'art, etc. » je fais... Évidemment qu'on va le faire, mais je vous assure que c'est pas ça le problème c'est qu'il y a vraiment un problème technique dans Avatar 2, il y a des scènes où il manque des sons. Du coup, s'il va avoir l'Oscar du meilleur son ou pas, je sais pas, mais je pense que oui. Grosso modo, je pense que oui, je dirais juste que je ne lui donne pas le mien, mais je vous dirai du coup à qui je le donne un peu plus tard. Je ne pense pas qu'il aura les meilleurs décors, parce qu'honnêtement, je trouve les environnements de ce film-là plutôt quelconques et pas intéressants, comparé à ceux qui étaient dans le premier film. Ça fait plus déjà vu que des choses qu'on a vues dans le film d'avant. Il serait possible, ça dit, qu'il l'emporte, mais je sais pas, je me dis que c'est un de ceux qui méritent pas. Alors généralement quand je dis qu'il mérite le moins, c'est toujours ça qui remporte. Vous allez voir qu'il va avoir ni le son ni les effets spéciaux, mais il va remporter le production design. Ça va me rendre dingue. Mais je pense que non, il y aura pas le production design, c'est possible, mais je pense pas. Et je ne pense pas qu'il aura l'Oscar du meilleur film. C'est pas un film qui est sélectionné dans plusieurs trucs, etc. C'est effectivement un énorme succès au box-office, mais je sais pas si tout le monde trouve que c'est le film du siècle, un truc dans ce genre-là, alors je sais pas. Voilà, mais je pense pas qu'il aura le meilleur film, en tout cas. Film suivant. Celui-là, on me l'a beaucoup demandé. Babylone, réalisé par Damien Chazelle. Babylone est la nouvelle adaptation du traditionnel film sur l'époque, le passage du muet au parlant à Hollywood. C'est dans la lignée de Singing in the Rain, qui était un des premiers films à revenir là-dessus, parce que c'était juste 20 ans après l'arrivée du parlant, donc on commençait à peine à revenir sur l'impact que ça avait eu à cette époque-là. C'était également le thème de The Artist, par exemple, et c'est un truc comme ça qui est fait en remake assez régulièrement, et donc cette fois-ci, on décide de traiter le sujet sous l'angle principalement des minorités. C'est ça la grosse différence entre ce film-là et les autres. On suit principalement un personnage qui s'appelle Manny, qui est latino, on suit un personnage qui est joué par Margot Robbie, qui est une femme, et puis on suivra également rapidement Sidney Palmer en tant qu'acteur noir jazzman, et on suivra Brad Pitt qui joue Jack Conrad, l'acteur en perte de vitesse à cause du passage au parlant, puisque c'est donc dans cette lignée des acteurs qui passaient très bien en muet, mais dès qu'ils ont dû parler, on a vu que leur jeu c'était n'importe quoi. Et là où souvent on parle plus de Hollywood en tant que machine à rêve, là on en parle plus comme d'une machine à cauchemar. Le but c'est un peu plus de voir comment les petites mains vivaient à cette époque-là, ce qui fait qu'on commence par exemple le film au bout de 5 minutes à se faire chier dessus par un éléphant. Parce que les riches et exubérants acteurs, producteurs et toutes les personnes qui bossent à Hollywood organisent une fête au début du film et il y a le personnage de Manny qui doit amener un éléphant pour la fête, parce que ça va être le clou de la fête, c'est on va faire venir un éléphant. Et donc t'as les pauvres et les petites mains qui sont en train d'essayer de pousser l'éléphant jusqu'au truc et ils se finissent par se faire chier dessus par l'éléphant. Et donc c'est l'idée que les petites mains patauchent dans la merde pour aider les réalisateurs, les acteurs et tous les autres à faire leur délire, à réaliser leur film. Ils sont là au service donc de cette machine à rêve. Et puis évidemment on va dénoncer à tire-larigot en termes de comportement avec Hollywood. Je vais avoir des reproches à faire au film au niveau général en termes de rythme.
il y a des scènes qui durent beaucoup trop longtemps. Toutes les scènes de plan séquence sur les grandes fêtes exubérantes, avec la caméra qui passe entre toutes les personnes et qui filme différents trucs et qui filme différentes actions et qui suit les personnages d'un point à l'autre, etc. Est-ce que vraiment c'était nécessaire d'avoir ça pendant 10 minutes pour comprendre tout le délire et la folie, le tourbillon hollywoodien? Je ne suis pas sûr, mais tu découvres beaucoup de choses très intéressantes, tu découvres notamment enfin tu découvres, si tu ne le connais pas, mais en tout cas on revient, on illustre le tournage des films muets de l'époque. Il y avait un truc que j'avais jamais su pour le coup, généralement je m'y connais pas trop mal en histoire du cinéma, mais je ne savais pas du tout que à l'époque des muets, comme justement le son on s'en battait les couilles, on tournait genre 20 ou 30 films simultanément en plein air avec genre juste 3 murs qui tenaient sur un truc et la lumière du coup du soleil pour te faire l'éclairage parce que à l'époque les pellicules étaient pas très bonnes et on s'éclairait principalement la lumière du soleil. C'est pour ça du coup on construisait les décors à l'extérieur et donc t'as genre un grand champ et t'as genre 30 décors différents de petits films muets avec chacun dedans une scène complètement barrée avec de la musique, avec des trucs qui explosent, des trucs dans ce genre là et tu vois chaque scène en train d'être tournée simultanément. Tu vois d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de femmes à cette époque-là du cinéma et qu'elles ont un peu disparu ensuite. Le film essaye pas de donner d'explication ou de cause, de raison à cette disparition des femmes dans la réalisation, mais c'est intéressant justement de voir qu'elles ont été très très présentes au début, et que c'est un peu plus tard qu'elles ont été un petit peu mises de côté. Et c'est vachement intéressant justement de voir la transition entre ça et le passage au parlant, où d'un seul coup t'as une scène qui fait, alors qui elle aussi est monstrueusement longue, hein, une scène de cinéma ça fait 2 minutes. C'est impossible que cette scène fasse 2 minutes. Il y a tellement de rebondissements, il se passe tellement de trucs, etc. La première scène de tournage d'une scène dans un film parlant, je suis persuadé qu'elle dure 10 minutes. Et c'est exactement... C'est toujours très drôle quand t'as des films comme ça sur le cinéma et que tu as bossé un petit peu dans le cinéma, de voir tous les clichés habituels du cinéma avoir lieu à l'écran, des équipes de cinéma avoir lieu à l'écran, c'est toujours très drôle. Tu découvres vraiment à ce moment-là l'importance du silence, l'ingé son qui te fait chier pour le moindre truc. Et à cette époque-là, en plus, les micros étaient particulièrement chiants, donc ils étaient très peu sensibles, il fallait que tu sois très proche pour qu'ils t'entendent. Et en même temps, le moindre truc créait un parasite, la moindre onde qui passe sur les côtés, les trucs étaient pas bien protégés. Du coup, l'ingé son qui te fait chier pour le moindre truc, le fait qu'on doit enfermer la caméra dans une boîte pour que du coup elle fasse moins de bruit elle aussi, parce que la caméra fait énormément de bruit sur le plateau, donc faut qu'on la mette dans une boîte capitonnée, etc. Les studios qui eux-mêmes sont capitonnés, le fait qu'on tourne en studio et non plus en extérieur maintenant, enfin tu vois justement tout ça se mettre en place, et ça pour le coup c'est assez fascinant, et tu vois aussi grandeur et décadence des différents personnages que tu suis. Il y a une réplique que j'ai adorée de la part de Brad Pitt, ça revient sur toute l'histoire de Hollywood évidemment, et il y a un moment où il essaye justement, c'est le truc, le parlant ramène tout un truc nouveau dans le cinéma, c'est les répliques cultes. D'un seul coup maintenant t'as des répliques cultes que tu peux retenir, et des phrases qui ont marqué les gens, et il y a plein de films comme ça avec des répliques qui ont marqué les gens, et il y a un moment où il en invente des tonnes qui sont des évocations de phrases cultes qui vont être très importantes par la suite dans le cinéma, et il fait le petit hommage à Autant n'emporte le vent, et il fait Frankly my dear, you're a cunt. J'adore cette... Si seulement Autant n'emporte le vent pourrait se finir comme ça. Frankly my dear, you're a cunt. Et je m'en vais. Genre ça serait extraordinaire. Ça pour le coup ça m'a beaucoup fait marrer. Je suis très partagé sur ce film. Il y a de très bonnes choses, et il y a des choses qui exagèrent beaucoup trop et qui sont très déjà vues et qui sont pas forcément très intéressantes. Grosso modo, je recommanderais quand même de le regarder. Et le film est évidemment en sélection parce qu'il revient sur l'histoire d'Hollywood, et il revient justement sur tout ce qui a marqué à Hollywood. Le final du film, la séquence de fin, c'est une sorte de montage un peu surréaliste avec une succession de tonnes d'images de cinéma extrêmement connues, du plan sur des films 35 mm dans un bain de produits chimiques qui est en train de faire le développement du coup de l'image et de la pellicule, et des choses genre là, et c'est vraiment un film sur l'impact des films et l'impact du cinéma en général, et le fait que, du coup, effectivement, on se souvient encore des gens, même du muet aujourd'hui, quoi, et qu'on a des anecdotes encore sur eux, et des films qui continuent à y faire référence, etc. Donc je pense que ça a beaucoup plu à l'Académie pour ça. Maintenant, le film s'est cassé la gueule, mais complètement aux États-Unis. En France, il marche super bien. Il a dépassé le million d'entrées, je crois, au truc dans ce genre-là. Parce qu'en France, si on peut voir des gens dire du mal un Français surtout, Damien Chazelle, dire du mal des Américains avec l'argent des Américains et tout le bordel. En France, on kiffe. Mais aux États-Unis, ils ont pas trop kiffé. Donc, du coup, ils sont pas du tout allés le voir. Du coup, je sais pas s'il a vraiment des chances de recevoir quelque chose ou pas. Il est en sélection pour meilleur costume, meilleure musique originale et meilleur production design. En musique originale, c'est principalement quand même du jazz, donc je dirais pas que c'est quand même le film le plus extraordinaire en termes de musique. Je comprendrais pas qu'ils repartent avec quelque chose en termes de musique. En revanche, j'ai des gros échos de Once Upon a Time in Hollywood avec ce film, qui en plus a Margot Robbie également, c'est un peu le même truc aussi. Et Once Upon a Time in Hollywood, il avait remporté meilleur décor et meilleur costume, je crois.
uniquement parce que c'était de la référence à Hollywood. Et je vous avoue que j'ai un peu eu un automatisme et j'ai agi pareil avec Babylone. Je pense que Babylone, bien qu'il n'ait pas été un franc succès, recevra les meilleurs costumes et meilleurs production design parce que les décors et les costumes rappelleront une grande époque du cinéma hollywoodien et que ça leur plaira à cause de ça. Je suis pas sûr à 100%, il peut y avoir une surprise sur ces deux domaines-là, mais c'est possible que ça parte chez eux parce que c'est quelque chose qu'ils kiffent. Production design, je vous dis, il y a peut-être une chance qu'elle aille sur Avatar, mais je trouve que sur Avatar, vraiment, les décors, ils sont nullissimes. Et là, pour le coup, il y a plus un truc un peu plus intéressant. Je trouve qu'il y a peut-être une petite influence art déco dans les décors et tout dans ce genre-là. Donc ça me paraît plus intéressant pour Babylone que pour les autres, mais je ne garantis rien. Donc voilà, on verra bien, ce sera sans doute un de mes échecs, ce truc-là. Ensuite, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths. Ou Bardo, fausse chronique, ou chronique mensongère d'une poignée de vérités. Film autobiographique de Alejandro González Iñárritu, qui revient sur sa propre carrière et ses propres mélodrames et drames personnels. Ça suit un artiste mexicain qui est particulièrement connu aux États-Unis, et qui revient au Mexique dans ce film-là, je crois que quasiment tout se déroule au Mexique, et est confronté du coup aux réactions que sa carrière ailleurs provoque, aux questions que ça soulève, par exemple, s'il aime autant le Mexique et qu'il arrête pas de dire que c'est un pays extraordinaire, pourquoi est-ce qu'il fait tout aux États-Unis, etc., etc. Et c'est donc Iñárritu sur Iñárritu, c'est exactement son style sur son histoire à lui. Comment est-ce qu'il se voit et comment est-ce qu'il se critique lui-même, etc., etc. Je dois dire que si esthétiquement c'est très particulier et très intéressant parce que c'est Iñárritu et qu'il a toujours une image visuellement intéressante, travail des grands angles, travail de certains plans séquences, travail d'un certain surréalisme. Le premier plan du film, c'est un plan, c'est une vision subjective d'un mec qui court dans le désert. Tu as juste un plan gigantesque avec le désert à perte de vue en face de toi, et son ombre qui est vraiment rasante au ras du sol et qui se projette très très loin, et tu vois qu'il court super vite, et puis d'un seul coup qui se lève, enfin qui saute, et qui fait des petits bonds, un peu comme Superman qui apprend à voler. Superman qui apprend à voler, c'est comme ça en principe. Au début il faisait des bonds simplement, et puis après il a appris à voler complètement. Et en fait c'est ça, tu le vois dans le désert en train de courir et d'essayer de commencer à voler, donc t'as l'impression que c'est genre l'artiste qui essaye de prendre son envol, et qui essaye de dire quelque chose, je sais pas, de se déraciner du sol, ou un truc, voilà. Je ne sais pas trop. T'as donc des images comme ça, t'as des images à moitié surréalistes, où t'as des plans où il est dans la rue, et il y a que les ombres des gens, et pas les vrais gens, donc tu vois juste les ombres qui bougent un peu partout, les ombres des voitures, les ombres des machins, mais la rue est complètement déserte. Quelques trucs comme ça qui sont un petit peu déjantés. Et puis t'as un passage par exemple, c'est au tout début du film, où il va acheter des poissons, des axolotes je crois, pour son fils, et il est dans le métro et d'un seul coup rêve que le sac s'ouvre complètement et que l'eau se répand au sol et que tout le métro est envahi d'eau, et puis ça fait une transition et il se retrouve à la plage ou je sais pas trop quoi pour le reste de l'histoire. Et j'ai bien aimé le côté autocritique où t'as un moment un de ses potes qui débarque et qui lui fait oui, et qui lui reparle du début du film lui-même, donc c'est méta comme critique quoi, et qui lui fait ouais ça va ton film, au début il est dans un métro et puis ensuite il est à la plage et tu fais la transition entre les deux parce que c'est comme ça que t'étais venu dans la tête, mais tu nous casses les couilles avec tes délires arty et t'es là genre là j'ai fait oh c'est rigolo. Donc c'est j'aurais pas totalement dénoncé le truc comme étant un délire arty, mais c'est vrai que ça fait très branlette intellectuelle d'artiste quoi, et j'ai bien aimé ce truc là, mais je dois dire que le film est aussi totalement ce qu'il dénonce, c'est-à-dire qu'il est aussi pas très pertinent et très cliché. Pour vous donner un exemple, il y a un moment où le mec va dans les chiottes, et d'un seul coup dans les chiottes, il s'arrête et il remarque un vieux derrière lui. Et genre, à la micro... J'ai même pas attendu qu'il remarque le vieux dans la fenêtre. J'ai vu qu'il arrivait... Dans la vitre, pardon. J'ai vu qu'il arrivait au lavabo pour se laver les mains, j'ai vu le vieux dans la vitre, j'ai fait « Ah, ça c'est son père !» Et il va lui parler. La scène démarre, c'est son père, et il lui parle. Et c'est le père, c'est « Mais tu comprends pas, etc. » Et tu fais... je suis très 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 partagé là. Parce que clairement le film se fout aussi un peu de sa propre gueule, et c'est une autocritique, une auto-analyse en même temps. Et en même temps c'est complètement... ce que ça dénonce quoi. Donc c'est... En même temps si ça dénonce une autocritique, forcément c'est ce que ça dénonce. Bon, bref. J'ai pas forcément été un très très grand partisan de Bardo. Par contre, il y a un truc particulier sur Bardo. C'est qu'il est en sélection pour meilleure photographie. Et cette photographie est l'œuvre de Darius Khondji, gigantesque directeur de la photo, qui a notamment beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Jeunet, qui a aussi travaillé avec Fincher, qui a beaucoup travaillé avec Woody Allen aussi, à mon avis il le met beaucoup moins sur son CV, et il est en compétition dans le domaine meilleure photo avec Roger Deakins.
Roger Deakins, c'est le mec qui a fait Skyfall, c'est le mec qui a fait 1917, il a fait Blade Runner 2049 avec Denis Villeneuve et Enemy aussi avec Denis Villeneuve. Sicario également, donc c'est un des réguliers de Denis Villeneuve. Il a bossé avec Sam Mendes dans Skyfall. C'est le directeur de la photo, quoi. Mais Darius Khondji aussi. Du coup, il y a un conflit entre Darius Khondji et Roger Deakins. Ça va être extraordinaire. Et j'ai parié sur une victoire d'un autre. Un peu plus tard, quand on y viendra du coup sur le passage en revue des films. Mais ça va être très particulier, la meilleure photo cette année, parce que il y a genre les deux bêtes de compète qui sont dedans, quoi. Ensuite, nous avons Black Panther Wakanda Forever. Il y a déjà eu un vlog, je vous encourage à aller le voir. Le film est en sélection pour meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Angela Bassett, qui joue donc le rôle de la reine. Il est également en sélection pour meilleur costume, meilleur maquillage coiffure, meilleure chanson originale et meilleurs effets spéciaux. Ce serait honteux qu'ils remportent les meilleurs effets spéciaux étant donné la réputation de Disney auprès des compagnies d'effets spéciaux en ce moment et de Marvel en général, et étant donné ce qu'ils nous ont mis dans Black Panther avec des simulations de flotte dégueulasses. Donc non, pas les effets spéciaux. Original Song, non, parce qu'on viendra aux chansons ensuite. Make-up and hairstyling, donc maquillage coiffure, beaucoup moins que dans les autres films qui sont en sélection, et beaucoup moins que dans l'autre film Black Panther, où je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de coiffures intéressantes et d'idées sympas. Là en fait on fait grosso modo que les reprendre et les réadapter un petit peu dans un autre truc. Je trouve que c'est pas aussi intéressant. Je dirais que c'est la même chose au niveau des costumes d'ailleurs. Les costumes dans ce film-là sont pas extraordinaires, il n'y a pas beaucoup qui sont neufs par rapport à ceux d'avant. Il y a toutes les tenues de cérémonie pour l'enterrement de T'Challa, il y a quelques tenues pour les personnages qui sont Talokan, j'ai un truc dans ce genre-là, la cité sous l'eau. Et il paraît qu'ils ont vraiment construit les costumes et qu'ils flottent vraiment dans l'eau, des trucs dans ce genre-là, je sais pas, non, ils ont donné des références aux team effets spéciaux, etc. Franchement, c'est pas du tout un travail au niveau costume qui mérite quoi que ce soit. Donc, costume non plus. Je pense par contre que Angela Bassett a de très fortes chances pour remporter la meilleure actrice dans un rôle secondaire, mais comme c'est les Oscars, et qui sont pas très doués pour récompenser des personnes issues de la diversité, je me dis qu'il y a de plus fortes chances qu'il file l'Oscar à Jamie Lee Curtis, qui n'a jamais rien reçu de sa vie, je crois, en tant que récompense, ce truc dans ce genre-là, donc ça serait un petit peu le truc, ça y est, on va enfin la lui donner pour toute la carrière qu'elle a fait dans ce truc-là. Le personnage qu'elle joue dans Everything Everywhere All At Once est particulièrement dingue, donc je me dis peut-être qu'il pourrait y avoir un souci au niveau d'Angela Bassett, et du coup, c'est ça mes jokers. J'ai mis joker sur actrice dans un rôle secondaire, parce que j'ai peur qu'Angela Bassett, on la snob. Pourtant, sa performance, elle est géniale, hein. C'est le truc qui a à retenir de Black Panther 2. Tout est nul dans Black Panther 2, honnêtement, maintenant que j'y repense. Bon, pas nullissime, hein, ça reste de meilleure qualité que le reste du MCU, mais rien n'est vraiment intéressant, et tout est plan-plan, et c'est les idées les plus stupides pour des tonnes de trucs, mais au moins, s'il y a un truc que le film a pour lui, c'est les performances d'Angela Bassett. Have I not given everything? J'adore comment elle fait le everything en roulant le R comme ça. Have I not given everything? Elle est extraordinaire quand elle fait ce genre de truc. Je pense qu'elle devrait avoir la statuette. Mais on n'est pas à l'abri d'un malheur, hein? Surtout avec Black Panther. C'était pas pour Black Panther, c'était pour autre chose, c'était pour la carrière en général de Chadwick Boseman, mais quand même. C'était vraiment le truc à pas manquer, et ils l'ont manqué, quoi. Donc je me dis que cette année, ils peuvent faire la même chose. Et alors du coup, avec cette performance, c'est aussi mon Oscar personnel, Angela Bassett. C'est avec effectivement ce qu'elle fait, dès les premières bandes annonces, on a tous vu son jeu dans ces scènes-là, et on a fait waouh! Waouh! Je veux dire, tu peux carrément baser le discours de vente du film autour de ces scènes-là, quoi. Tu mets ça dans la bande-annonce et les gens se disent « Ah ouais, on va peut-être y aller, ça a l'air un peu impressionnant. » Ouais, Angela Bassett, moi je lui donne mon Oscar, complètement. Film suivant, Blonde, qui a donc été sorti sur Netflix, qui revient sur la vie de Norma Jean, je sais plus comment elle s'appelle au complet, donc Marilyn Monroe. J'ai déjà fait du coup une critique dans les rattrapages, je n'ai pas grand chose à rajouter ici parce qu'il n'y a pas eu de commentaires qui ont été faits sur mes critiques. Le film est en sélection pour la meilleure actrice dans un rôle principal pour Ana de Armas. Je ne pense pas qu'elle le recevra. C'était effectivement un beau rôle de composition et puis un rôle d'un personnage historique, mais ça m'étonnerait qu'elle reçoive une récompense pour ça. C'est pas tant par rapport à la sélection, parce que j'ai plus de doutes sur d'autres personnes dans la sélection, mais je pense pas que ce soit un film qui mérite de remporter une statuette. Ensuite, dans les films que je n'avais pas fait, nous avons Causeway, qui est dans le même style que To Leslie par exemple, qui est dans le même style que Four Good Days, qui était sorti l'année dernière. C'est le film traditionnel du personnage qui a été détruit,
psychologiquement ou physiquement par de l'abus de drogue, par de l'abus mental, psychologique, etc., etc., et qui essaye de s'en sortir. Causeway, c'est la version avec Jennifer Lawrence et avec Brian Tyree Henry qui joue le rôle d'un de ses meilleurs amis, ou en tout cas une des rares personnes avec qui elle arrive à se lier d'amitié. Et franchement, c'est un film qui n'a rien de spécial. J'ai rien noté dans mes prises de notes. Niveau technique, niveau jeu, niveau quoi que ce soit, j'ai noté un résumé du film et c'est tout. Mais comme For Good Days l'année dernière, je dirais pas que c'est forcément mauvais. Je dirais juste, qu'est-ce que ça vient foutre dans les Oscars? C'est le seul film de... Ça et To Leslie, c'est les deux seuls films... Bon, c'est To Leslie, il y a un peu plus le côté performance d'actrice qui veut se la donner à fond, etc. Causeway et To Leslie, c'est les deux films où je me dis que franchement, qu'est-ce que ça fout là? Est-ce que c'est pas juste là parce qu'on aime bien se pogner sur ce genre de film avec des personnages détruits qui essaient de se reconstruire, mais... En soi, ça me paraît pas très intéressant. Donc voilà, pour ce qui est de Causeway, je dis, j'en reviens vraiment pas dessus longtemps parce que... rien à dire dessus. Ensuite, nous avons Close, le fameux film, alors belge manifestement, j'étais parti sur le fait qu'il soit français, mais apparemment c'est belge, puisque ça représente la Belgique dans la sélection. Vous pouvez aller voir mon avis dessus dans les rattrapages, c'est un film fascinant, touchant, extrêmement puissant, sur la relation entre deux jeunes garçons et comment est-ce que le regard extérieur va la mettre à mal. Je regrette un petit peu de ne pas l'avoir mis dans les mentions honorables de mes tops aussi, parce que le film a tellement mis un coup de massue que il aurait pu avoir sa place dans les tops également. Je lui remets donc ma statuette du meilleur film étranger, parce que c'est là, dans cette sélection-là, qu'il est en compétition. Et malheureusement, je pense que, comme je vous l'ai dit, ça va être All Quiet on the Western Front qui remportera l'Oscar du meilleur film étranger. Donc voilà, je pense pas que l'Académie lui remettra, mais moi je lui remets ma statuette, c'est mon meilleur film étranger. Ensuite, nous avons Elvis de Baz Luhrmann qui est en sélection. Ça fait partie des chouchous avec 8 statuettes. Je vous renvoie vers le vlog que j'ai fait sur le film quand il est sorti. Le film est en sélection pour meilleur film, meilleur acteur pour le personnage Austin Butler qui joue le rôle principal, donc d'Elvis Presley. Meilleure photo, meilleur costume, meilleur montage, meilleur maquillage coiffure, meilleur décor et meilleur son. Je pense que le film sortira avec l'Oscar du meilleur montage. Dans la catégorie montage, il y a certains films qui fonctionnent beaucoup au niveau du montage, il y a Everything Everywhere All at Once et Elvis. Mais il y a un moment où ils vont devoir faire défaut à Everything Everywhere All at Once. Il y a un moment où ils vont pas lui remettre une statuette qu'il mérite. Et je pense que ce sera dans la catégorie montage qu'ils vont snobber Everything Everywhere All at Once. J'en suis pas sûr du tout. Le truc c'est qu'en fait je suis sorti d'Elvis en disant que je trouvais que le montage allait un peu trop rapidement parfois et était un petit peu trop énervé. Et comme j'en ai fait une critique et que c'est le seul film de toute la sélection sur lequel j'ai critiqué le montage, je suis parti du principe que l'Académie allait du coup lui remettre une statuette pour le montage. C'est peut-être un calcul totalement stupide. je me dis, il y a peut-être effectivement plus de chances que ce soit Everything Everywhere All at Once qu'ils reçoivent. Les autres films, je vois rien de très intéressant. Ça pourrait être Top Gun Maverick, parce qu'il y a beaucoup de courses-poursuites dans les airs, etc. Et justement, je dis, c'est pour ça que je comprends pas le délire avec... Ils ont filmé avec des vrais avions, ça a l'air vachement plus réaliste, etc., etc. Tous les plans sont refaits dans Top Gun Maverick, mais surtout, le montage est dégueulasse et est fait... Et pas fait de façon plus naturaliste et qui essaye de faire ressortir le fait que tout était fait en vrai. C'est aussi cuté dans tous les sens que si t'avais tourné ça entièrement en studio et si tu faisais ça entièrement avec des programmes d'effets spéciaux. Et à la limite, je dirais même que les programmes d'effets spéciaux seraient plus à même de faire des gros plans séquences qui seraient plus intéressants et plus développés que ceux qu'on a dans Top Gun Maverick. Donc peut-être que Top Gun Maverick aurait une chance aussi pour le meilleur montage, mais je suis pas sûr. Pour ce qui concerne Tar et The Banshees of Inisherin, la seule chose que le montage a à faire, c'est écrimer les dialogues et leur donner le rythme qu'il faut et les mettre à la bonne place, etc. Si on reçoit un Oscar pour ça, n'importe quel film mérite un Oscar pour son montage. Hein. Donc voilà, en ce qui me concerne, je pense que Elvis recevra l'Oscar du meilleur montage. Je remets personnellement mon Oscar des meilleurs costumes à Elvis. Alors certes, comme d'autres meilleurs costumes qui sont en sélection, c'est principalement de la reproduction d'époque, mais les costumes d'Elvis sont tellement connus, sont tellement évidents, et ils passent parfaitement dans ce film. Donc, pour moi, c'est mon Oscar personnel. Je suis pas... ça aurait pu se disputer un petit peu avec Mrs. Harris Goes to Paris, qui a aussi le principe de reproduire des vêtements qui existent déjà. Le reste m'a pas forcément chamboulé. Voilà, personnellement, c'est à Elvis que je remets les meilleurs costumes.
Ensuite, nous avons Empire of Light. C'est l'autre film en sélection pour la meilleure photographie, et sélectionné uniquement pour la meilleure photographie, malgré la présence d'Olivia Colman, à nouveau dans un rôle qui te retourne complètement et qui te met deux mandales à la fin du truc, parce qu'elle est toujours aussi douée, Olivia Colman. C'est une révélation incroyable, cette actrice, que depuis La Favorite, je crois, elle a explosé, elle est dans tous les films, au moins une fois, dans un film par an aux Oscars. Elle a vraiment une carrière qui a explosé. L'histoire de Empire of Light, vu que celui-là j'en ai pas parlé, c'est qu'en fait on suit un petit cinéma de petite ville. Il y a deux écrans, je crois, deux grands écrans. C'est un cinéma indépendant, tenu par un mec, et cette nana-là bosse là-dedans, elle est la co-gérante, je crois, un truc dans le genre. Elle est pas forcément tout à fait bien dans sa tête, et elle va rencontrer un nouvel employé du cinéma, qui est un jeune homme noir, avec qui elle va commencer à sortir, et du coup, elle et lui vont nous permettre simultanément de suivre des récits qui reviennent sur les troubles psychologiques de cette femme et sur les problèmes de racisme auxquels est confronté ce jeune homme. J'ai trouvé que l'histoire était intéressante parce qu'en fait, on revient sur les deux sujets, à chaque fois séparés, et c'est toujours un cran au-dessus à chaque fois qu'on revient dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tu démarres avec genre 15 minutes pour te préparer ce personnage féminin d'Olivia Colman, et comment est-ce qu'elle vit au jour le jour. Ensuite, tu nous présentes ce nouveau personnage masculin d'origine africaine, et comment est-ce qu'il vit sa vie de tous les jours. Ensuite, donc tu reviens une première fois dessus, ça devient un peu plus grave au niveau des problèmes psychologiques, ça devient un peu plus grave au niveau du racisme, et ensuite tu passes à la troisième étape, ça devient beaucoup plus grave au niveau psychologique, ça devient beaucoup plus grave au niveau racisme, et ensuite tu as enfin un épilogue et une sorte de catharsis pour chacun des personnages. Je trouvais que ça marche plutôt bien en écriture, mais alors, surtout, je suis resté du début à la fin du film comme ça devant les images. C'est incroyable. Chaque plan est une œuvre d'art. À chaque plan, t'as l'impression de voir ce qui a inspiré un tableau ou un plan qui a inspiré d'un tableau qui a eu lieu avant. À la fois dans la façon de gérer les couleurs, dans la façon de gérer les ombres, les lumières, les cadres. Les premiers plans du film, c'est quelques plans d'illustration sur le cinéma au moment où il est fermé avant que les gens arrivent. Et donc c'est plein de petits plans sur les chaises rangées dans un coin, les affiches parfois un peu vieillies au mur, la peinture qui s'écaille, un angle simplement du plafond au-dessus. Et tu vois du coup le jeu de réflexion de la lumière qui s'est reflétée sur le sol, qui arrive sur le plafond, qui arrive sur le mur d'en face, qui se reflète du coup à nouveau sur le plafond, etc. Et il y a un travail de ces lumières, de ces pénombres, de ces contre-jours, qui est absolument, mais putain de diable. Je viens de créer un mot, quoi. Mais c'est magnifique. C'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a un plan qui est sublime, en fait le cinéma est abandonné, il y a une partie qui est en activité, il y a une moitié qui a été abandonnée, il y a un étage au-dessus dans lequel il y a 2 salles en plus, et il y avait tout un coin dans lequel tu pouvais faire une petite salle de bal, et il y avait des strapontins pour se poser et manger avant d'aller dans sa séance, etc. Et les personnages vont parfois explorer ce truc-là parce qu'ils vont tranquillement vivre leur vie à l'abri des regards dans cette partie du cinéma, et il y a un plan sur les fenêtres. Tu bugs pendant quelques secondes au début en train de te dire, est-ce que ces fenêtres gigantesques ont des volets jaunes à moitié fermés et en dessous je vois le reste de la ville qui dépasse? Ou est-ce que ce que je prends pour un rideau jaune, c'est tout simplement les nuages dans le putain de ciel jaune? Bon, la fenêtre est aussi un petit peu teintée de jaune, et une fenêtre sur 2 est teintée. Et le bas, c'est simplement le bas de la ville, quoi, et ça a juste l'air d'être tout plat et d'être machin, parce qu'on a trouvé l'angle parfait pour que ça rentre. C'était une image sublime, j'ai vu ce truc-là, j'ai fait... C'est à lui que va aller l'Oscar. C'est pas possible. Si ça va à Darius Khondji, je comprendrais pas, parce que son film était très très bien, hein, puis Inarritu, il a toujours fait des très belles images. J'ai toujours détesté ses films, mais j'ai adoré ses images à Inarritu. Mais alors... J'ai été tellement scotché par Empire of Light, ce serait une honte que l'Oscar de la meilleure photo revienne à qui que ce soit d'autre, quoi. Si ça va à All Quiet on the Western Front, donc à l'ouest rien de nouveau, parce qu'on a foutu une pauvre fumée jaune et on a désaturé tout le reste pendant le film, franchement ce serait nul. Si ça va à Tar, Tar est très très bien cadré, pour le coup. Les décors sont souvent très bien cadrés et très bien mis en image. Mais enfin, en soi, la photo, c'est pas non plus un truc révolutionnaire. Et la photo d'Elvis, y a pas mal quand même de petits jeux où on joue sur la saturation de la couleur et sur certains effets. Il me semble qu'on joue un peu sur le grain aussi à plusieurs reprises. Un petit travail qui est intéressant sur la cinématographie d'Elvis, mais c'est juste divertissant, quoi. Alors que tu prends Empire of Light, c'est de l'art. Enfin, véritablement, c'est de l'art, quoi. Chaque photogramme peut être séparé et
agrandi ensuite dans un cadre et ça deviendrait juste une photo d'art magnifique. C'est incroyable quand même ce mec, ce Roger Deakins. Comment est-ce que tu peux à ce point parvenir à parfaitement gérer la lumière, quoi? C'est incroyable. Et du coup, bien évidemment, c'est mon Oscar de la meilleure photo aussi, hein. Je suis pas resté avec la mâchoire sur le sol pour pas lui refiler ma statuette à moi. C'est bien entendu mon Oscar personnel de la meilleure photo. Ensuite, nous avons un film qui est très particulier qui s'appelle Eh-oh C'est un film qui nous vient de Pologne, tourné en 1.33, donc le truc très arty, etc. Et c'est un peu un projet film d'auteur. On suit un âne qui s'échappe de là où il est retenu. C'est-à-dire qu'à la base, il est dans un cirque, et il est très attaché à l'artiste de cirque qui lui fait faire ses performances. Et au bout d'un moment, on accuse le cirque d'avoir fait un truc illégal avec les animaux, donc il est envoyé dans une petite ferme dans un coin pour vivre une belle vie. Et son ancienne propriétaire vient le voir un soir, et du coup, en la voyant passer, l'âne devient complètement dingue, défonce la clôture et décide de marcher pour aller rejoindre sa maîtresse, et c'est celle qu'il aime le plus. Et donc on va suivre les déambulations de ce petit âne, qui va nous amener à découvrir différents personnages, ou différentes situations, petites scènes. C'est un peu un film à sketch, l'âne va de petit sketch en petit sketch. Régulièrement d'ailleurs, on abandonne le personnage de l'âne pour se concentrer plus sur les personnages, et je trouve ça un petit peu chiant et nul, parce que c'est un peu le total opposé du principe du film. J'aurais été beaucoup plus amusé, et j'aurais trouvé ça beaucoup plus fun de rester entièrement avec le point de vue de l'âne, parce que les autres personnages sont pas forcément toujours très fascinants. Le truc, c'est qu'il y a souvent un très bon build-up, un très long build-up, pour un très bon payoff. C'est souvent, le truc, c'est que ça va durer très longtemps, et tu vas te dire qu'il se passe rien, et en fait, ça accumule un petit peu les trucs, et au moment où il y a tout qui explose, et tu atteins le climax de la scène, pas le climax du film, mais le climax de la scène, d'un seul coup tu comprends pourquoi est-ce qu'on a travaillé tout le truc avant. Je veux dire un exemple, parce que c'est le premier du film, comme ça vous serez protégé pour le reste, mais quand il est dans la ferme au tout début, il commence à tomber amoureux d'une jument blanche, et il y a un moment où on prépare la jument à être montée et saillie par un autre cheval. Et lui du coup devient hyper jaloux, et en fait il est dans un coin avec sa petite charrue sur laquelle on porte des trucs. Et au bout d'un moment, quand il voit la jument devenir complètement dingue et prête à se faire saillir, il en a marre et il se barre. Et en fait, quand il se barre, tu te dis, la scène elle dure depuis très longtemps, tu le vois s'acclimater à cette ferme, tu le vois commencer à être un peu en admiration devant cette jument, etc. Et ça dure 4-5 minutes, 6 minutes. Et tu te dis, mais où est-ce que ça va aller, tout ça? Est-ce qu'on va aller quelque part à un moment? Et donc il se barre, et en fait, en se barrant de frustration, il renverse certaines étagères sur lesquelles il y a tous les prix et toutes les récompenses qu'a reçu la ferme pour ces animaux, ces trucs dans ce genre-là. Et du coup, il fait tomber ce truc-là et il se casse. Et tu te dis, ah oui, du coup, c'est un petit peu rigolo, du coup, il a fait tomber un truc. Sauf qu'ensuite, il sort du cadre et t'entends un deuxième truc, un troisième truc qui tombe, et d'un seul coup, t'as une alarme de bagnole qui se met à démarrer, et tu fais, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, c'est ça le truc. Pendant 5 ou 6 minutes, tu t'es dit, bon, ça va aller où? Oui, c'est sympathique, mais je sais pas trop où ça va, etc. Et t'arrives à ce truc-là et tu fais, ah oui, d'accord, ok, très bien. C'est parce qu'il faut faire monter la tension jusqu'à arriver à ce truc absurde. Et ce truc absurde te fait complètement rigoler, et c'est pour ça que c'est intéressant et bien foutu, quoi. Donc il y a des choses qui sont plutôt pas mal dans ce film. Il y a un truc sur lequel ils ont pas trop bossé, mais on essaye de te mettre dans le point de vue d'un âne. C'est-à-dire qu'on va te mettre avec des plans qui ont une profondeur de champ extrêmement restreinte. Donc dès que ça dépasse de 1 ou 2 mètres, ça va complètement dans le flou. Et ils ont aussi fait un énorme travail au niveau du design sonore pour que tu entendes comme un âne. C'est-à-dire que, par exemple, il faut que les choses soient très très proches de toi pour que tu les entendes, parce que même un truc qui fait énormément de bruit, genre une casse de voiture, vous savez, qui froisse de la tôle, et des trucs dans ce genre-là, même ça, juste à côté, il l'entend en fait quasiment pas. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est il y a un moment où on tombe sur un jeune homme, et il va voir sa mère, et tu débarques et tu vois sa mère, et tu fais « Oh mon Dieu, Isabelle Huppert !» Ce qui te surprend un petit peu, quoi. Ce qui m'a d'autant plus surpris que je venais de voir Mrs. Harris Goes to Paris, et Isabelle Huppert est également dans ce film-là, donc je fais « Mon Dieu, il y a 2 Isabelle Huppert en une seule section d'Oscar, c'est extraordinaire !» Et en fait, Isabelle Huppert débarque, et ce qui est très drôle, c'est qu'elle transforme le film en film français, c'est-à-dire qu'elle débarque pour te montrer une nana ultra froide, qui vient te dire qu'elle a vendu la maison familiale, qui s'engueule avec son fils, avec lequel elle a une relation incestueuse, etc. Oh mon Dieu, Isabelle Huppert qui débarque avec sa valise film français, quoi, qui vient faire son truc. C'est super surprenant quand même, au milieu d'un film d'auteur polonais et tout, comme quoi, film d'auteur de tous les mondes, réunissez-vous. C'était peut-être un petit peu particulier, et le film en général, et notamment sa fin, ont un message très axé sur la maltraitance des animaux.
Et je pense également le fait d'être carnivore, ou omnivore en général, je pense qu'on dénonce en bonne partie ça, on dénonce en bonne partie surtout l'industrie agroalimentaire. Tu vois que à plusieurs reprises, d'ailleurs pas une seule, mais à plusieurs reprises, ils rechignent pas du tout à te foutre un âne au milieu d'un chargement de chevaux ou de vaches ou de trucs dans ce genre-là. Qui va aller se faire broyer ensuite pour faire du steak haché et ils s'en foutent complètement qu'il y ait un âne dedans si ça débarrasse quelqu'un. Donc tu sens qu'il y a un gros message aussi au niveau du traitement des animaux. Et d'ailleurs le film se termine avec un message qui dit nous avons fait ce film par rapport au traitement des animaux, donc on vous assure que tous les animaux ont été parfaitement traités, etc. etc. Je pense que EO ne recevra pas l'Oscar du meilleur film international. Puisque comme je vous l'ai dit, je pense que c'est All Quiet on the Western Front qui le recevra vu qu'il est nommé dans plusieurs catégories. Ensuite, nous avons le chouchou, le favori, Everything Everywhere All at Once. Vous avez un vlog, vous avez mes tops également pour revenir dessus. Le film est donc en sélection dans le plus grand nombre de catégories, 11. Meilleur film, meilleur réalisateur pour les Daniels, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Ki-Huy Kwan, donc le mari de Michelle Yeoh dans le film, meilleure actrice pour Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis en premier rôle féminin secondaire, Stephanie Su pour le deuxième rôle, meilleure actrice dans un rôle féminin secondaire. Nous avons également meilleur costume, meilleur montage, meilleure musique originale et meilleure chanson originale pour le 11e. On est revenu sur la même main, je suis un peu gêné. Je fais le 11 avec une autre partie de mon corps. Bref. Donc, je pense qu'il va faire quand même une petite radia sur certaines choses. Je pense qu'il repartira avec meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Jamie Lee Curtis, pour faire chier Angela Bassett. Un de mes jokers, c'est les meilleures actrices dans un rôle secondaire, à la fois pour Angela Bassett et Jamie Lee Curtis. Je sens qu'ils sont capables de faire un truc et de lui faire passer sous le nez, quoi. Meilleure actrice, ça devrait revenir à Michelle Yeoh. Il ne devrait y avoir aucune autre solution, mais ça va être l'autre catégorie à Joker, c'est la catégorie meilleure actrice, parce que j'ai peur aussi qu'il nous fasse une saloperie pour meilleure actrice pour Michelle Yeoh. Mais je pense que c'est Michelle Yeoh qui va remporter la meilleure actrice. Je donne aussi mon Oscar personnel à Michelle Yeoh. Dans la sélection, c'est une évidence, et en règle générale, dans l'année, c'est un des meilleurs rôles féminins que j'ai vu, et parfaitement interprété. Et en plus, il y a aussi une question de physicalité du jeu, avec son entraînement au combat, qu'elle peut faire elle-même. Donc vraiment, elle mérite à 2000%, quoi. Ça ne peut aller à personne d'autre qu'elle. Ma statuette à moi en tout cas. Les vrais Oscars, je vous dis, il y a peut-être un risque, mais ma statuette à moi, ça ne peut aller qu'à elle. Ça devrait normalement être Ki-Huy Kwan qui remportera meilleur acteur dans un rôle secondaire. J'ai aussi remis ma statuette personnelle à Ki-Huy Kwan. Cela dit, c'est vraiment parce que dans la sélection, pour moi, il n'y a personne d'autre. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de très très intéressant dans les performances de Brendan Gleeson et Kerry Keoghan pour The Banshees of Inisherin, la performance de l'acteur de Causeway dont je vous ai parlé au tout début, ou dans la performance de l'acteur de Judd Hirsch dans Fabulous Man. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est Ki-Huy Kwan, un peu par défaut, mais voilà. Dans l'année, c'est pas du tout le rôle masculin que j'ai trouvé le plus intéressant, hein, mais je sais pas si je saurais vous en sortir un d'ailleurs. Je remets par contre mon Oscar du meilleur montage à Everything Everywhere All at Once, parce que le film est basé là-dessus. Enfin, une bonne partie du film fonctionne grâce au montage. Fonctionne grâce à des cuts, fonctionne grâce à des transitions d'un plan à l'autre, fonctionne grâce à des effets spéciaux qui mélangent deux scènes, etc., etc. Le montage est à la base du film, du rythme, de beaucoup de blagues, beaucoup de choses, etc. Et il y a un tel jeu aussi sur des tonnes d'images subliminales avec plein de trucs différents. Pour moi, ça doit remporter l'Oscar du meilleur montage, mais on parle des Oscars. Je pense que le film remportera également meilleur scénario original. Ce serait étrange qu'un film aussi déjanté dans son écriture, dans son principe, etc., ne reçoive pas meilleur scénario original par rapport à Triangle of Sadness, Star, Fablemans ou Banshees of Inisherin. Banshees of Inisherin, il y a peut-être un petit second message, j'y reviendrai quand on abordera le sujet. Je lui remets du coup également, bien entendu, mon Oscar personnel du meilleur scénario original. C'est mon chouchou à moi. Et je considère que les Daniel, donc Daniel Kwan et Daniel Scheinert, sont parmi les réalisateurs les plus intéressants qui viennent de se révéler dans cette nouvelle génération de réalisateurs qui ont débarqué les 10 dernières années.
Et je pense que il faut les encourager, je leur remets donc ma statuette personnelle du meilleur réalisateur. Je ne pense pas que les Oscars là leur remettront parce qu'ils sont trop frais et trop jeunes, mais je remets ma statuette personnelle du meilleur réalisateur, des meilleurs réalisateurs, au Daniel. Et je pense qu'il repartira avec le meilleur film. Ils ont pas intérêt à nous refaire une année comme l'année dernière, où c'est le film le plus lambda et dont tout le monde se branle qui repart avec la meilleure statuette. Coda, en meilleur film 2022, je m'en remettrai jamais. Mais vraiment quoi, je m'en remettrai jamais. Jamais de ma vie, c'est un traumatisme. Voilà donc pour ce qui concerne les récompenses que je pense voir être remises à Everything Everywhere All at Once. Ensuite, Glass Onion, A Knives Out Mystery, ou Glass Onion, une histoire à couteau tiré. Je crois qu'on l'a traduit comme ça en français. Le deuxième film de la saga de Whodunit de Rian Johnson. J'ai envie de le faire chier. On va t'appeler Rian Johnson. Voilà, tu vois ce que ça fait, Ryan? Tu vois ce que ça fait de vouloir déjouer les attentes à chaque fois? Voilà, j'ai essayé de déjouer les attentes de la prononciation du mot Ryan. C'est Rian maintenant. Bon, bref. Glass Onion suit donc à nouveau l'inspecteur Benoît Blanc, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, ou un truc dans ce genre-là, joué donc par Daniel Craig, qui se rend sur l'île d'un homme riche, joué par Edward Norton, qui a prévu toute une petite activité pendant une semaine sur son île où il va être assassiné, entre guillemets, et ses amis vont devoir résoudre son meurtre. Donc c'est évidemment un jeu, hein, c'est pas le vrai truc. Mais, dès le début, il y a des choses surprenantes. D'abord, il y a un personnage qui est joué par Janelle Monáe qui débarque et qui ne devrait pas être là pour des tas de raisons. Et puis, il y a Benoît Blanc qui débarque, Daniel Craig, qui ne devrait pas être là parce que personne ne l'a invité. Et lorsque la soirée démarre et que devrait démarrer l'enquête sur le faux meurtre, un autre meurtre a lieu. Et on doit essayer de comprendre comment ce meurtre a eu lieu et en quoi est-ce qu'il peut se relier à tout ce qu'on a découvert sur ce groupe de personnes jusque-là. Donc c'est un groupe d'amis dont l'un a vraiment réussi, mais ils ont tous profité l'un l'autre de leur réussite. Et donc bien sûr, c'est les riches et les puissants et tous les petits coups de pute qui se font dans le dos et à quel point est-ce qu'ils sont viciés de l'intérieur, etc., etc. Très classique, n'est-ce pas Rian Johnson? Rian Johnson se croit toujours très intelligent et il doit pas avoir la moitié d'intelligence qu'il pense avoir. Il y a un plan où je pense qu'il se croit très irrévérencieux de filmer son acteur principal derrière le cul d'une statue afin d'avoir le cul de la statue en gros plan derrière le personnage et donc d'avoir un cul dans le champ pendant tout le truc parce que le mec a 8 ans d'âge mental. Alors c'était pas aussi détestable qu'à couteau tiré, parce qu'à couteau tiré il se croyait vraiment très très intelligent, et pour moi le scénario était vraiment pas intéressant. Là au moins le scénario est tellement tarabiscoté que c'est intéressant. Mais il y a des trucs que je comprends pas, genre par exemple, il y a une réplique qui est en train de devenir à moitié culte et de devenir un mime, c'est Benoît Blanc qui fait No! Non, c'est juste con! No! It's just dumb! Et la raison pour laquelle il dit non, c'est juste con, tu fais mais non, c'est pas con du tout. Enfin, au contraire, dans des tas de whodunit, ce serait l'explication de base, justement. Enfin, c'est. Pourquoi est-ce que c'est con? Enfin, au contraire, ça marche très très bien, personne n'y pense, tellement c'est évident. Enfin, justement, il réagit parce qu'il y a une personne qui fait tellement stupide que son intelligent, il fait non, c'est juste stupide. Et tu fais, mais non, pas vraiment en fait. Glass Onion n'est en sélection que pour son scénario. Donc, alors, c'est dingue, ils appellent ça meilleur scénario adapté. Et tu dis, mais enfin, c'est une licence originale. Glass Onion et à couteau tiré, il écrit tous les trucs lui-même, etc. Oui, mais c'est une suite. Donc c'est adapté de quelque chose qui existe déjà. Dites-le tout de suite, les Oscars, que vous vous torchez avec vos propres règles, hein, parce que franchement, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Une suite, c'est un scénario adapté. Adapté, c'est pas juste que tu te bases sur quelque chose vaguement, tu vois. En principe, t'as une œuvre et tu la transcris. C'est ça une adaptation, quoi. Va falloir renommer ça en meilleure œuvre transcrite, peut-être, pour qu'on comprenne vraiment enfin ce que veut dire adapté. Enfin, c'est complètement con. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'il remportera quoi que ce soit. Ensuite, Guillermo del Toro's Pinocchio. J'ai fait une critique dans mes rattrapages. Je vous ai dit que moi, j'en ai soupé du style de Guillermo del Toro. La grande question maintenant, c'est, il est nommé en meilleur film d'animation, est-ce que du coup le nom de Guillermo del Toro va changer la tradition du film Disney en film d'animation? On va revenir sur le film d'animation avec ce film-là parce que ça va être l'occasion. La situation est particulière cette année parce que les films qui ont le mieux marché au niveau du public sont plutôt Puss in Boots: The Last Wish
et The Sea Beast de Netflix. C'est les deux films sur lesquels j'ai entendu le plus de critiques positives dans l'année. Turning Red a beaucoup déplu à cause de son sujet, notamment aux familles en général, et on sait qu'en général, pour les Oscars, on vote Disney parce que c'est pour les enfants. Sauf que par définition, Turning Red, c'est pas pour les enfants. En principe, c'est pas comme ça, enfin, c'est pour les ados. C'est pas pour dire non plus que c'est pour les adultes et que c'est du porno, mais c'est pour les ados. Pour beaucoup de parents, je pense que ça les a un petit peu refroidis par rapport au film. Et du coup, avec d'autres films d'animation qui ont plus de succès, Disney qui a un petit peu qui bat un peu de l'aile aujourd'hui, et Guillermo del Toro dans le titre d'un film d'animation, j'ai eu un gros doute, mais je ne suis pas parti du principe que Guillermo del Toro allait remporter le prix du meilleur film d'animation. Je pense que c'est un peu facile. Je pense que si ça se limitait à ça, Nightmare Alley serait parti avec beaucoup plus de statuettes l'année dernière. Guillermo del Toro, c'est un mec que l'Académie aime bien, mais elle aime pas forcément le récompenser. Après, ça pourrait totalement être une grosse surprise. Je pourrais foutre un Joker là-dessus. Je me suis vraiment basé plus sur la réaction du public. Parce qu'à mon sens, Guillermo del Toro's Pinocchio, ça marche bien auprès de ceux qui aiment le cinéma d'auteur ou le cinéma indé. Des films pour enfants un petit peu étranges, un petit peu sombres, mais je pense pas que ce soit le mieux pour le grand public. Donc, je ne mise pas sur Guillermo del Toro's Pinocchio pour les Oscars. Ensuite, nous avons Living, un des rares films qui est pas très connu mais qui a quand même plusieurs sélections. Living raconte l'histoire d'un homme qui est joué par Bill Nighy, qui travaille pour l'administration anglaise et qui découvre qu'il est en phase terminale de maladie. Je ne sais pas quelle maladie exactement, c'est peut-être un cancer ou un truc dans ce genre-là. Il décide pendant ces derniers jours de essayer de profiter de la vie, de vivre enfin pour une fois. Je crois que le film s'appelle Vivre en français tout court, il a été traduit. Alors que toute sa vie, il a été plutôt un personnage le qualifiera de zombie. Il a fait métro boulot dodo toute sa vie et il a obéi à ce qu'on lui disait de faire, des trucs dans ce genre-là. Il a jamais essayé vraiment de vivre pour lui et de vivre pleinement. Le film est un petit peu long sur le milieu, mais touchant sur la fin, mais aussi assez classique et pas forcément extraordinaire. Il est nommé donc dans deux catégories, meilleur acteur dans un rôle principal pour Bill Nighy, je crois qu'on dit, et meilleur scénario adapté. Et je dois dire que je ne sais pas comment se déroule le bouquin duquel il est adapté, mais en tant que film, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, on va traiter de ce personnage, le film traite de ce personnage, mais on va ouvrir le film et fermer le film avec le point de vue extérieur sur ce personnage. On commence et on finit le film avec le tout nouvel employé qui vient de débarquer, qui va du coup nous permettre de découvrir le personnage de Bill Nighy, d'abord en fonction de ce qu'il est au boulot, parce que c'est en fait ce qui définit sa vie de base. Il n'est défini que par ça, il n'est défini que par son comportement au boulot, et donc tu commences par le découvrir au boulot, dans son rôle de patron, et comment est-ce qu'il fait sa vie au boulot. Et une fois que tu as eu ces 15 minutes d'introduction pour te présenter où est-ce qu'il bosse et son statut, là il devient le personnage principal du film, et tu le suis pendant tout le film. Jusqu'à la fin, où tu vas à nouveau passer à des personnages secondaires, notamment le premier, le petit jeune qui avait débarqué, et on va voir justement qu'est-ce que tout le film, et du coup tout le parcours qu'a parcouru le personnage de Bill Nighy dans le film, a laissé comme trace derrière lui, et qu'est-ce que ça fait de vivre pour de vrai, et de choisir une façon de vivre un peu différente. Et je trouve que c'est assez sympa en termes d'écriture, je trouve que c'est assez original d'aborder les choses dans cet ordre-là. Du coup, je comprends complètement qu'il se retrouve en sélection pour le meilleur scénario adapté, mais, comme je vous l'ai dit, je pense que le meilleur scénario adapté, ça va être All Quiet on the Western Front, donc je ne lui ai pas mis l'Oscar, et pour le meilleur acteur, Bill Nighy, il est très, très bon, Bill Nighy, et depuis des années il est très bon, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en compétition avant lui dans cette catégorie, et je ne pense pas qu'il l'aura. Ensuite, nous avons Marcel the Shell with Shoes On. Je me prends la tête comme ça parce que j'ai l'impression de revivre Les Malheurs de Sophie, réalisé par Christophe Honoré. C'est le film pour enfants qui ne sait pas comment fonctionne un enfant. C'est du film pour enfants qui est plus là pour rappeler l'enfance aux parents, genre aux grands-parents même, que pour satisfaire les désirs des enfants. C'est l'histoire d'un petit coquillage, un petit jouet en fait, hein. C'est un petit coquillage qui s'appelle Marcel, qui est donc un coquillage avec juste quelques chaussures. Je suis sûr que ça doit être un truc genre un jouet de McDo ou un truc genre là, ou un truc à la con. Et en fait, à la base, on en a fait des sketchs sur YouTube, ou des petits films, des petits courts-métrages, des trucs dans ce genre-là, et ça a bien marché, et du coup, ils ont adapté ça en long-métrage. Et en fait, tout le film, et je sais pas comment se déroule le truc sur YouTube, mais le film, c'est du docu-fiction. C'est, en fait, tu entends le réalisateur derrière la caméra, et t'as une petite voix
qui est censée être la voix toute mignonne, mais alors moi quand j'entends c'est exactement la voix, je l'entends, elle me fait hérisser le poil, j'ai envie de mettre des nions. Je déteste genre de... Bonjour les petits Ah mon dieu quoi, mon dieu. I'm making like a little documentary. Oh, it's like a movie, but nobody has any lines and nobody even knows what it is while they're making it. Et c'est du film d'auteur pour enfants, quoi. Donc c'est l'opinion soi-disant d'un enfant sur le monde extérieur. C'est tourné comme si c'était du son réel, comme si simplement le mec avait accompagné sa fille ou son fils, je sais pas d'ailleurs, à l'extérieur et puis qu'il avait juste eu un micro pour enregistrer le son. Et donc t'as une impression de son réel et tu l'entends parler avec des voisins et des machins. Et c'est transcrit en petits trucs d'animation avec des petits animaux, etc. Alors oui, c'est en catégorie en film d'animation parce que c'est de l'animation stop motion. Il y a des images réelles, mais c'est principalement du stop motion pendant tout le truc. Et puis tout le truc augmente et ça devient à moitié méta, et puis tu les vois en train de commencer à poster des trucs sur YouTube, et puis tu vois des gens qui commencent à les harceler parce qu'ils ont découvert où est-ce qu'ils habitaient sur YouTube, et tu les vois en train de filmer les gamins aux fenêtres qui viennent faire les « Ouais, on t'a découvert Marcel !» etc. Et tu vois Marcel qui est « Oh bah quand même, je préférais quand c'était juste des commentaires et des machins... » Je déteste ce truc. Quel enfant, c'est censé représenter un enfant quand même comme truc. Quel enfant dit des phrases comme « Je voudrais avoir une bonne vie et pas juste survivre » ou une phrase comme « J'apprécie les différentes beautés de la vie ». Le film étant à 66, évidemment, il y a un aspect un peu étrange aux couleurs, c'est un peu désaturé, un peu pastel, et en même temps un peu coloré quand même, enfin, il y a un truc un peu particulier. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça charmant et touchant, mais alors personnellement j'ai trouvé ça insupportable. Je ne lui remets donc pas ma statuette, et je ne pense pas que les Oscars lui remettront quoi que ce soit en catégorie film d'animation. Je déteste ce film, je ne le conseille à personne, je déteste les films pour enfants faits comme ça, quoi, c'est... Mon dieu. Film suivant, nous avons Mrs. Harris Goes to Paris. Alors typiquement, il y a des films où je vous dis, je vois pas trop ce qu'ils viennent foutre dans les Oscars, et généralement c'est très négatif. Mrs. Harris Goes to Paris, je ne vois pas ce qu'il vient foutre dans les Oscars. Mais c'est pas parce que c'est un mauvais film. C'est juste, je vois pas ce qu'il vient foutre aux Oscars, quoi. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce film de si particulier? Il est en sélection uniquement pour les meilleurs costumes, et c'est sans doute pour ça, c'est à cause de l'histoire de base. L'histoire, c'est qu'on suit Mrs. Harris, qui est une roturière anglaise, qui, assez âgée, a perdu son mari, et qui continue à travailler en tant que femme de ménage chez plusieurs personnes riches. Et un jour, chez une de ses clientes riches, elle découvre une robe extraordinaire, qui la charme complètement, une robe Christian Dior. Et elle se jure qu'un jour, elle mettra suffisamment de côté pour acheter une robe Christian Dior. Faut bien comprendre que c'est à l'époque où Christian Dior, c'est encore juste une grande maison de couture, il n'y a pas encore plein de magasins, plein de parfums vendus et trucs dans ce genre-là, quoi. Et en fait, justement, ce que le film raconte, c'est que le passage de Mrs. Harris dans la maison Dior a un peu donné lieu à ce truc-là. Alors je sais pas jusqu'à quel point ce récit est véritable ou pas. Ça paraît trop conte de fées et simpliste et idéal, etc. Et en fait, c'est un petit peu le truc de ce film-là, c'est que c'est un peu un film conte de fées, en fait. C'est le film pour que les pauvres puissent s'imaginer devenir riches. Il arrive tout un tas de choses à Mrs. Harris qui fait qu'elle finit par avoir l'argent nécessaire et elle se rend dans la maison Christian Dior à Paris. Et à la base, Isabelle Huppert, comme je vous l'ai dit, elle apparaît 2 fois dans les Oscars. Isabelle Huppert essaie de la foutre dehors. Elle est assez drôle, Isabelle Huppert, dans ce film-là, parce qu'elle la méprise de A à Z. Et elle lui dit, mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas, on va vous envoyer dans une petite boutique de prêt-à-porter normale et un truc dans ce genre-là, mais ici vous êtes chez Dior, madame, etc. Et elle fait, non, j'ai mis l'argent de côté. Elle sort les liasses de billets, etc. Et elle fait, j'ai mis l'argent de côté, j'ai de quoi acheter une robe et je vais acheter une putain de robe. Et c'est très drôle parce que tu vois, t'as les mannequins qui sont en train de se préparer du coup dans les coulisses. Et il y en a une qui voit Mrs. Harris faire son scandale devant le truc, etc. Et elle arrive dans les coulisses et elle fait « Les filles, il y a une nana extraordinaire, c'est une dame du peuple comme nous et elle est venue avec son argent gagner toute sa vie et accumuler pour acheter une robe Dior, elle est tellement incroyable, elle a tellement résisté à Madame Machin qui est Isabelle Huppert, etc. et tout. » Et t'as tous les mannequins qui sont « Oh mon dieu, faut qu'on voit ça, extraordinaire !» Et elles vont à la vitre pour regarder le truc et genre... pendant tout le défilé, c'est limite si elle la regarde pas elle uniquement droit dans les yeux à chaque fois qu'elle montre une robe et un machin. Je fais oh ouais les gars, vous allez un peu loin quand même. Et elle a plein de petites rencontres fortuites et de trucs dans ce genre là. C'est très feel good. C'est vraiment très feel good. Ça marche. C'est très feel good et ça marche. Tu sens aussi que c'est très exagéré et que c'est un petit peu ridicule, mais ça marche, c'est sympathique et tu te sens bien à la fin du film. C'est un personnage qui est très touchant, Mrs. Harris. Donc c'est vraiment pas un mauvais film.
Mais c'est vrai que tu te demandes qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. Et alors ce que ça vient foutre là, c'est principalement du coup parce que, comme on va chez Christian Dior, faut reproduire toute une collection Christian Dior, faut reproduire d'autres robes Christian Dior, et puis ensuite faut ajouter aussi les tenues quotidiennes des gens avec leurs différents statuts sociaux représentés dans les différentes tenues qu'elles portent. Donc voilà, c'est principalement pour ça que le film est notable, et je ne pense pas qu'il remportera les meilleurs costumes en règle générale. Comme je vous l'ai dit, je pense que ce sera Babylone, et le mien c'est Elvis. Film suivant. Puss in Boots: The Last Wish, donc, je vous avais dit qu'on allait en reparler. J'en ai parlé dans les rattrapages. Il est donc en sélection pour meilleur film d'animation et c'est tout. Il est pas en sélection pour une autre catégorie, c'est plus que rare, ça n'arrive quasi jamais. Je crois que c'était arrivé pour La Belle et la Bête qui avait été en meilleur film, un truc dans ce genre-là. Je pense que c'est à lui que les Oscars vont remettre la statuette. C'est ça le film d'animation de cette année qui a eu un méga succès auprès du public. C'était un gros succès populaire, et par rapport à tous les autres films, je pense que c'est lui qui a fait un gros succès populaire. Je pense que c'est Puss in Boots qui va repartir avec un truc. C'est peut-être mon pari le plus con, de toute façon l'animation c'est toujours mes paris les plus cons, hein, tous les ans, c'est les paris contre Disney, il faut être très con pour parier contre Disney, mais je pense vraiment que c'est Puss in Boots qui va partir avec. Ce n'est pas ma statuette, cela dit, on y reviendra un peu plus loin, et je vous encourage donc à aller sur les rattrapages, je sais plus si je l'ai dit, mais je vous encourage à aller voir les rattrapages pour avoir mon avis complet sur le film Puss in Boots. Ensuite, nous avons RRR pour la musique, mais on en reparlera dans la petite section à part sur laquelle je parle des meilleures chansons. Je vous encourage à aller voir mon top pour savoir ce que je pense sur RRR. Je vais devoir vous spoiler qu'il est le top 1 si vous n'avez pas encore vu la vidéo. Vous pensez donc bien que je suis très 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 motivé pour une victoire de RRR, ou triple R peut-être dirons-nous, et j'espère du coup la voir venir, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Pour ce qui est du film, je vous encourage à aller voir mes commentaires. J'ai reçu pas mal de messages me demandant comment est-ce qu'on fait pour voir Triple R. Il a eu une sortie en salle en France, il a eu une sortie sur Netflix en France, je crois aussi, mais à l'heure actuelle, il y a un souci, je sais pas pourquoi, il est plus nulle part. Il va se retrouver sur Netflix probablement à un moment ou à un autre, sans doute qu'après les Oscars, il sera plus visible aussi. Je me demande s'ils n'ont pas organisé une sortie en salle à un moment. Le meilleur moyen que j'ai à vous proposer à l'heure actuelle, c'est la formule classique de Netflix plus VPN. Si vous voulez savoir comment moi je l'ai vu, eh bien écoutez, c'est très simple, Vous pouvez le faire vous aussi. Un petit truc d'ailleurs, j'ai reçu une critique par rapport à Triple R. C'est que une remarque. Beaucoup de gens m'ont dit, ce que tu décris dans Triple R, ça ressemble à tous les films indiens qu'on a pu voir jusque-là en fait. Il y a toujours eu ce côté un petit peu surexpressif, et en même temps un petit peu pur que tu démontres. Le truc c'est que c'est pas parce que c'est le style du pays qu'ils le font tous de la même façon. Il y en a qui le font mieux que d'autres, et il y en a qui ont des variations dans la façon de faire. Il y a des gens, on m'a beaucoup conseillé de regarder un truc qui s'appelle KGF, ou KFG, ou un truc dans ce genre là, qui est aussi un truc indien très connu. Tout fait trop artificiel en fait. Il en fait beaucoup, du coup il y a un côté très exubérant, mais qui va trop loin dans tout. Et je trouve qu'en fait, le truc de Triple R, c'est qu'il arrive à mélanger un côté surexpressif et arrive à rester réaliste quand même à côté. Notamment avec la qualité des effets spéciaux, mais aussi avec la qualité par exemple de certaines scènes où, vous savez, il y a un personnage qui apprend quelque chose qui le choque. Dans le film indien, vous savez que vous avez 3 fois un zoom sur le visage du personnage qui ouvre les yeux grands comme ça, et puis après vous avez 3-4 champs contre champs, etc. Ça fait un peu telenovelas presque. Là, dans celui-ci, quand t'as un personnage qui apprend un truc choquant, il y a une petite intrigue qui est au-dessus, donc en fait, le personnage est choqué, et pendant que tu le vois être choqué, et c'est pas en gros zoom, flash dans ta gueule, etc., ça essaie d'être plus dans la gravité de cette émotion, et pendant que tu es dans la gravité de cette émotion, tu entends à côté d'autres personnages qui continuent à parler, qui continuent à faire leur truc, donc tu vois que le film continue à avancer autour de lui, à côté. Donc en fait, il y a un mélange de surréaliste et de suffisamment réaliste pour que tu rentres dedans, en fait. Et je pense que ça tourne autour du traitement des émotions. On essaye de donner la bonne intensité à chaque émotion, on n'essaie pas de traiter toutes les émotions de la même façon, et on n'essaye pas d'en faire des caisses sur tous les trucs. Ou alors, en faire des caisses ne veut pas dire la même chose pour chaque émotion, par exemple. Donc je trouve que c'est pas juste un film indien comme un autre, parce que des films indiens j'en ai déjà vu, alors pas des tonnes c'est sûr, j'en ai vu 3 ou 4, mais jamais je suis sorti d'un visionnage d'un film indien en ayant le coup de foudre que j'ai eu pour Triple R, quoi. C'était vraiment extraordinaire. C'est sincère et pur. Voilà. Passons donc au film suivant. Tar. Mieux vaut tard que jamais. Pardon. Tar, c'est un peu particulier. Je vois Tar comme une tentative désespérée de la part d'Hollywood de reconquérir le public conservateur. Ils ont été tellement de gauche pendant les 5 dernières années
ils ont tellement fait fuir leur public d'autres politiques que je pense que la présence de Tar et la présence de Top Gun aussi, bon Top Gun c'est un peu indéniable, c'est un gros succès de l'année, mais la présence de Tar notamment, c'est vraiment pour essayer de gagner des points auprès des anti-SJW et des trucs dans ce genre-là, quoi. Parce que l'histoire de Tar, c'est l'histoire d'une chef d'orchestre lesbienne qui est accusée de choses traditionnellement commises par des hommes. C'est un film qui te dit, et si, du coup, on donne le pouvoir à une femme, est-ce qu'elle le gère mieux, comme le disent la plupart des féministes? Je sais pas si tu es au courant, c'est un gros message féministe, c'est le monde serait meilleur si les femmes étaient machin. Il y a un autre film qui s'appelle Women Talking et qui a grosso modo ce discours-là aussi. Et on fait, est-ce que justement, est-ce qu'elle comporte mieux, ou est-ce qu'elle se finit par reproduire exactement les mêmes schémas d'exploitation et d'abus de son pouvoir qu'on reproche à certains hommes? Et autant je dirais pas que le film lui-même est mauvais ou fait la promotion de quelque chose de malsain, autant le discours, c'est clairement un discours pour essayer de redraguer l'électorat de droite et le public de droite en général, quoi, par rapport à Hollywood. C'est à mon avis ça, quoi, ils vont essayer de la chercher pour ramener des trucs. Je les ai déjà vus, hein, commencer à diffuser des extraits du truc, parce qu'il y a tout un tas d'extraits où justement, on voit un de ses élèves qui dit non, j'aime pas jouer du Bach parce que Bach était, je sais pas, raciste, ou il avait des esclaves, ou un truc dans ce genre-là. Et elle lui fait tout un discours pour dire, écoutez, si c'est à ça que vous voulez mesurer l'art, et tout dans ce genre-là, enfin, tout un tas de discours qui, c'est vrai, passe bien au bout de beaucoup de personnes qui ont été anti-woke ou anti-SJW en général, sans aller non plus dans l'anti-wokisme complet. Je trouve que anti-SJW c'est plus light, parce que SJW c'est quand même plus un truc de réseaux sociaux, c'est plus fermé à ça, woke c'est plus politique en général. Et du coup, voilà, je pense que c'est un film qui plaira beaucoup à ces gens-là. En ce qui me concerne, moi qui suis pas forcément en désaccord avec ce film-là, je dois vous admettre qu'effectivement, beaucoup des réparties et des rhétoriques de Tar sont intéressantes. Après, le film lui-même, c'est pas forcément le truc le plus fascinant du monde. Au début, les 20-30 premières minutes, c'est beaucoup, on pose une question à Tar, et elle te fait un monologue de 5 minutes, sur sa vision de l'art, sa vision de machin, sa vision de tel truc, on va redéfinir tel mot, et on va faire tel machin, etc. Et c'est beaucoup ça. Et ensuite, on viendra à un scénario un peu plus normal, avec un élément déclencheur, etc., etc., et beaucoup de choses à gérer pour elle. Il y a beaucoup de trucs au niveau artistique aussi qui sont intéressants. On commence avec une image sans son, et ensuite on a le générique avec du son sans image, par exemple. Et c'est intéressant, étant donné qu'on va travailler sur la musique, sur le son, du coup, pendant tout le film, et qu'elle va avoir beaucoup de théories par rapport au son et par rapport à des règles et des choses traditionnelles de la musique. Et j'aime bien d'ailleurs le fait que, ironiquement, je suis désolé, j'ai un poil sur à côté de l'œil là, j'aime bien le fait que, ironiquement, on parle de musique classique et de musique orchestrale pendant tout le film, et on termine sur de la dubstep, qui est donc un peu l'antithèse complète de la musique qu'on essaie de nous présenter au début, enfin depuis le début du truc, quoi, de la musique vraiment artistique, qui essaie d'évoquer des émotions, qui fait des trucs, etc., qui est construite de telle ou telle façon. Et la dubstep, c'est plus d'exprimer de l'émotion pure, directe, quoi. Il y a pas vraiment de récit construit, truc dans ce genre-là, quoi. Donc c'était assez intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé la blague, même si je l'ai trouvée un petit peu méprisante. Notamment parce que j'étais en plein délire Nobuo Uematsu à ce moment-là. Si vous connaissez pas, Nobuo Uematsu, c'est le compositeur des musiques des jeux vidéo Final Fantasy jusqu'au 10. Quand le créateur de Final Fantasy est parti faire son propre jeu, Lost Odyssey, Nobuo Uematsu est parti avec lui. Et je viens de faire Lost Odyssey, qui est un jeu qui est sorti il y a 15 ans, mais depuis le début de l'année, là, j'essaie enfin de me reposer un peu. Je me suis dit, je vais ressortir ma Xbox, je vais faire le jeu que j'ai jamais réussi à faire depuis que je l'ai acheté. J'ai acheté la Xbox pour ce jeu, j'ai jamais pu faire le jeu, je vais le faire maintenant. Et j'ai découvert du coup Lost Odyssey et la musique de Uematsu, et j'étais à fond en kiff sur la musique de Uematsu. Et en fait, il y a un moment où on rigole du fait que Tar conduise un orchestre qui va jouer de la musique de jeux vidéo. Et il y a quelque chose de très ironique, sachant à quel point est-ce qu'elle est pédante et prétentieuse et elle a des grands discours sur la musique, de finir par faire ce qu'on considérerait comme la musique orchestrale la plus vulgaire qui existe. Si on a une façon de penser le monde, comme beaucoup de personnes actuelles qui estiment que les jeux vidéo sont du sous-art ou des trucs dans ce genre-là, quoi. J'ai fait des vidéos sur le jeu vidéo où je dis que c'est pas forcément tout à fait un art. Je dis que c'est devenu un art récemment. Je dis que ça a mis... Pendant longtemps, c'était trop un proto-art et c'était juste faire des trucs qui fonctionnaient et qui interagissaient avec le joueur. Maintenant, on commence à en faire de l'art depuis notamment la 4e ou 5e génération de consoles, je crois, la PlayStation. Ce qu'ils en suivent. Bref. Pardon, je suis parti un petit peu loin. Tar est en sélection pour plusieurs choses, il est en sélection pour 6 Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleure actrice pour Cate Blanchett, meilleure cinématographie, donc meilleure photo, et meilleur montage.
Je pense, comme je vous l'ai dit, qu'il risque de nous chier un truc avec la meilleure actrice et de le filer à Cate Blanchett. J'ai entendu beaucoup de rumeurs il y a quelques semaines, apparemment ça s'est un peu tassé maintenant, on est revenu sur Michelle Yeoh, mais j'ai entendu beaucoup de rumeurs comme quoi elle pourrait remporter une statuette, Cate Blanchett, et tu fais... Pourquoi, quoi? Effectivement, le rôle est assez particulier, Cate Blanchett elle a jamais vraiment joué comme ça, elle a une façon de porter sa voix et de parler qui est assez particulière. Il y a des trucs très drôles, il y a un moment où elle... Comment essayer de vendre le truc sans complètement gâcher la scène? Il y a un moment où son orchestre va commencer à jouer. Et il y a un truc qui va pas avec Tar, et elle fait un truc juste avant que l'orchestre commence à jouer. C'est vraiment vers la fin du film, et pour ceux qui ont vu le film, c'est ce qui va déclencher le climax, la vraie fin par rapport au personnage de Tar. Et quand ce truc est arrivé à l'écran, j'ai explosé de rire tellement c'était saugrenu, ça débarquait n'importe où dans le truc. Mais donc ouais, je pense pas non plus que la performance de Cate Blanchett pour Tar soit si notable que ça. Donc je pense pas que ce soit justifié qu'elle remporte quelque chose, mais je les vois bien faire un truc dans ce genre-là, quoi. Je les vois bien remettre ça à la nana qui en a déjà eu 2 ou 3 et qu'on n'a pas besoin. Donc voilà, je ne pense pas, cela dit, que le film remportera autre chose. J'ai peut-être un petit doute sur la photo, encore une fois, mais c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Ensuite, nous avons nos fameux Banshees of Inisherin, que donc je n'avais pas apprécié. Il y a une théorie que j'ai vue commencer à circuler sur internet, comme quoi le film serait une métaphore de la guerre civile irlandaise. Et il est vrai que dans le fond de plusieurs plans, il y a des moments où des bombes explosent sans aucune raison, sans aucun impact sur le reste de l'histoire, et tu te demandes un peu à quoi ça sert. Alors tu te dis, est-ce que c'est juste une blague parce qu'on est en Irlande, et du coup, comme il y a eu plusieurs problèmes, etc., la question de l'indépendance et tout ce qui s'ensuit, est-ce que du coup c'est une blague par rapport à ça? Et apparemment non, ce serait effectivement le conflit entre les deux personnages qui avant s'entendaient très bien et qui d'un seul coup peuvent plus s'entendre, serait la métaphore du coup de la guerre civile irlandaise. Ça reste très saugrenu à suivre, je crois que le film, je l'avais déjà dit, mais je pense que le film essaye de volontairement d'être saugrenu et de dire que parfois la vie est saugrenue et que parfois on va très loin pour des trucs un peu absurdes, etc., etc. Mais là c'est trop loin, pour des trucs trop absurdes. Et pour moi le film est juste ridicule, les personnages sont juste cons et j'ai pas envie de les suivre. Mais la théorie sur l'Irlande, ça peut passer, ça peut le faire. Je trouve que c'est un peu survolé, il n'y a pas beaucoup d'indices qui permettraient de le comprendre. Si tu adaptes complètement les métaphores, comment est-ce qu'il faut comprendre le personnage de sa sœur par exemple, ou des trucs dans ce genre-là? Qui est-ce qu'elle est censée représenter? Est-ce qu'elle est censée représenter l'Angleterre par exemple? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il faudrait prendre ce truc, et si ça le rendrait forcément meilleur. Comme je l'avais dit, c'est pas un film que j'ai détesté, pas comme Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Cela dit, c'est l'un des 3 gros chouchous, puisqu'il est sélectionné dans 9 catégories. Je vous envoie donc vers les rattrapages pour voir mon avis plus large sur le film, mais il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Il est en sélection pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un rôle secondaire, 2 fois, puisqu'il y a à la fois Brendan Gleeson, Brendan Gleeson, et Barry Keoghan, ça doit être Keegan, il y a un Keoghan, mais comme c'est irlandais, les lettres ne servent à rien, c'est pour faire joli, donc ça doit être Keegan. Également pour meilleure actrice dans un rôle secondaire pour la sœur du coup de Colin Farrell, meilleur montage et meilleure musique originale. Je suis parti du principe qu'il ne remporterait rien. Martin McDonagh a déjà bien assez été récompensé, pour avoir fait quasi la même chose en plus avec un autre film, ce serait de la gourmandise de le récompenser encore pour ça. Il y a peut-être une chance qu'il ait le meilleur scénario original, éventuellement, si c'est pas Everything Everywhere All At Once, ce sera peut-être lui. Colin Farrell a peut-être une chance d'avoir un meilleur acteur, pas sûr du tout, mais il pourrait avoir une chance dans la sélection, c'est un de ceux qui pourrait avoir quelque chose. C'est beaucoup moins clair dans la catégorie des mecs que dans la catégorie des filles, pour le acteur-actrice. Pour le reste, non, je vois rien qui pourrait gagner quelque chose, je pense pas qu'il aura meilleur film ou meilleur réalisateur, ça m'étonnerait vu d'autres films en compétition, donc voilà pour ce qui est des Banshees of Inisherin. Ensuite, on remonte loin dans l'année pour revenir à The Batman de Matt Reeves. Le film a eu un vlog, si vous voulez aller voir mon avis sur le vlog, je considère que c'est un film chiant, et d'ailleurs, ça fait depuis le début de l'année qu'il est sorti, je ne l'ai jamais revu, et je n'ai aucune envie de revoir ce film, jamais de ma vie. Contrairement à certains Marvel que j'ai déjà revus, The Batman, jamais, quoi. Les gens croient que je me foute de leur gueule et que je suis pas honnête quand je fais des avis de films comme ça. Jamais je ne veux revoir ce film. Il est en sélection pour meilleur maquillage coiffure,
parce que c'est uniquement pour le noir autour des cernes de Robert Pattinson et de ses cheveux en pétard, parce que putain, meilleur son et meilleurs effets spéciaux. C'est un petit peu compliqué, c'est un film qui pourrait mériter effectivement des Oscars techniques et il est nommé pour les Oscars techniques. Maquillage, coiffure, faudra quand même pas trop déconner non plus. Cela dit, j'avais complètement oublié un truc, c'est qu'il y a la prothèse de Colin Farrell pour le pingouin dans The Batman. Et ça compte en maquillage coiffure, une prothèse comme ça. Et c'est vrai que ça m'était complètement sorti de la tête. Du coup, j'ai eu un gros doute par rapport au maquillage coiffure sur The Batman. Je considère qu'il n'a aucune chance de gagner aucun de ces Oscars. En revanche, je lui remets mon Oscar personnel pour le son. Parce qu'au niveau du son, dans toute la sélection qu'on a, donc À l'Ouest rien de nouveau, Avatar, The Batman, Elvis et Top Gun Maverick, le meilleur son, c'était à mon sens celui de The Batman. Notamment tout le travail qu'il y a sur la Batmobile, qui crie et qui hurle quand elle avance. Pareil, le travail du bruit des bottes du Batman dans le couloir sombre pendant qu'il arrive, etc. Il y a un gros truc, un gros travail du film pour essayer de nous marquer au niveau du son. Et je pense que ça, pour le coup, c'est plus notable et je préférerais que ce soit récompensé. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est Avatar qui va le recevoir, c'est Oscar technique. Et comme c'est Avatar 2, normalement, il va recevoir la plupart des Oscars techniques, en principe. Voilà pour ce qui concerne mon avis sur The Batman. Ensuite, nous avons, c'est le dernier film que j'ai eu des rattrapages, The Fabelmans, nouveau film de Steven Spielberg, semi-autobiographique, parce que le personnage s'appelle pas Steven Spielberg, il s'appelle Sam Fabelman, les Fabelmans, c'est sa famille, mais Steven Spielberg nous raconte une histoire inspirée de sa propre enfance et de son rapport au cinéma, en suivant ce jeune Sam Fabelman du moment où il va voir son premier film au cinéma, au moment où il va commencer à travailler dans le cinéma. Donc c'est en gros de ses 6-8 ans à ses 18-19, je sais pas, je crois qu'on commençait à bosser très tôt à cette époque-là. Donc en fait le film revient fondamentalement sur deux trucs différents. Il revient sur l'enfance de ce gamin et sa fascination progressive pour le cinéma et comment est-ce qu'il découvre tout ce que le cinéma peut être et peut faire. Et à côté, sa vie de famille. Et j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu mon souci, c'est-à-dire que Steven Spielberg et les familles recomposées ou difficiles, qui se déchirent, etc., c'est un petit peu le méga gimmick. Il les gère toujours très très bien, et dans ce film-là, il les gère très bien aussi. Tu sens à la fois la relation amoureuse et à la fois les tensions qui sont entre les parents de la famille. Mais si on avait pu faire avec moitié moins de famille et moitié plus de Steven Spielberg et le cinéma, ou Sam Fabelman et le cinéma, j'aurais été un petit peu plus dedans. En soi, je suis resté dedans de A à Z, hein. C'est parce que c'est Steven Spielberg et il sait rendre un film comme ça intéressant. Justement, c'est ça le truc, c'est Steven Spielberg, justement, c'est un mec qui sait aller chercher son audience, c'est un mec qui sait ce que c'est que le divertissement. C'est un mec qui a été, manifestement, d'après le film, marqué pour la première fois par un truc au cinéma, avec un truc de divertissement, un crash de train, et donc, fondamentalement, le spectacle et le divertissement, c'est ce qui fait le cinéma de Steven Spielberg. C'est ce qui me fait marrer, toi, à chaque fois que je parle de cinéma de spectacle et de divertissement, on se fout de ma gueule, comme si j'étais le plus gros benet, le plus gros débile du monde, le plus grand réalisateur hollywoodien, l'un des plus grands réalisateurs du monde, à côté de James Cameron qui fait la même chose, c'est des mecs qui font fondamentalement du divertissement, c'est des mecs qui vont chercher le spectateur. C'est à eux d'essayer de faire en sorte que tu t'intéresses à l'histoire, c'est pas à toi de faire les efforts pour aller chercher leur truc et savoir s'ils ont un truc intéressant à te dire, quoi. J'ai envie de dire, si vous vous foutez de ma gueule à propos de mes façons de gérer les films, regardez la scène où il parle à John Ford dans le film, elle est extraordinaire. C'est qui que ce soit va venir me faire chier par rapport à mes remarques sur qu'est-ce que je considère être un bon film ou un mauvais film après ce que dit John Ford dans ce film. Mais niquez-vous quoi, niquez-vous quoi, si un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma réagit comme ça pour dire ce qu'est un bon ou un mauvais film, j'ai le droit de dire ce que je veux quoi. C'est bon, on se tait, donc voilà. Et donc, c'est un film qui a une histoire plutôt auteur, mais qui a une réalisation à la Spielberg. Et Spielberg, il sait parfaitement maîtriser une caméra, il sait parfaitement la gérer et la faire bouger là où il veut, etc., etc. Donc il y a tous les mouvements classiques à la Spielberg, et des trucs très élaborés. On va commencer avec un plan dans la rue, on est à hauteur d'homme, je pense, un tout petit peu au-dessus de hauteur d'homme. Ensuite, on va rejoindre Sam Fabelman, donc la caméra va descendre à hauteur d'enfant, toujours avec le même plan, on continue à tourner. On va faire toute la scène où il parle avec ses parents, et ensuite, quand ils vont aller vers le cinéma, la caméra va continuer à les suivre, et se lever en grue pour aller dans le ciel, etc.
Donc un joli plan séquence avec la caméra qui se rapproche de ce qui est important. Tu commences par voilà où est-ce qu'on est la ville, voilà qui on va suivre, voilà ce gamin, et ça va être quoi le sujet de l'histoire, on remonte la caméra, ça va être son rapport avec le cinéma, et on continue l'histoire. En un plan, t'as eu tout le sujet du film et tu continues à avancer. Il y a un plan où les parents vont être choqués la nuit, ils se demandent ce qui se passe, et du coup il y a une certaine incompréhension, il va jouer avec une petite incompréhension, un jeu avec le spectateur. Il va commencer par filmer les parents qui se réveillent dans le miroir, la caméra fait un panoramique, se retourne vers les vrais parents et non pas le reflet, et se rapproche d'eux petit à petit. Et donc c'est un mouvement qui est très dynamique, c'est un mouvement qui est très Steven Spielberg, la caméra qui se rapproche du comédien et qui le prend en gros plan quand il réagit « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» etc. C'est tout à fait son délire. Et tu retrouves d'ailleurs un petit peu l'origine de beaucoup de ces gimmicks ici, tu vois. Par exemple, c'est un mec qui a toujours aimé avoir des lens flares et la lumière qui est un peu en bloom, où il y a du flou blanc autour de la lumière. Et en fait, tu comprends que c'est une allusion aux images qui ont fait son enfance, les images de 8 mm et de 16 mm qu'il a tournées avec ses petites caméras à lui d'époque, qui avaient une dynamique de lumière extrêmement restreinte, ce qui fait que du coup quand tu tournais en extérieur, t'avais très facilement de la surexposition, donc les blancs beaucoup trop blancs et cassés complètement, et il y avait parfois des petits défauts dans les lentilles, qui avaient un petit peu de poussière, qui n'étaient pas forcément de la meilleure qualité, etc., etc. Ou alors dans la chambre noire dans laquelle tu vas faire l'impression, il y avait des petits trucs qui marchaient pas bien. Et donc du coup, tu pouvais avoir parfois un petit peu de bloom au-dessus des lumières. Et donc je pense que s'il aime autant les flashs de lumière et les lens flares, trucs dans ce genre-là, c'est parce que c'était des défauts qu'il avait naturellement quand il était gamin, et qu'il a voulu retrouver cette esthétique-là dans des images plus adultes. Donc c'est intéressant de le voir revenir sur ce truc-là par exemple. C'est intéressant de le voir en général comprendre la puissance et l'importance du cinéma en fait. Il va comprendre, en faisant le montage d'un film de vacances, comment le montage et la caméra révèlent les choses cachées. Il va s'en rendre d'autant plus compte quand il va faire le film de fin d'année de son lycée par exemple, et que le jock, ça n'a pas vraiment de traduction française, le sportif, le capitaine de l'équipe de sport du lycée, vous voyez quoi, le mec bien musclé et que tout le monde suit comme un surhomme, etc., va voir l'image qu'il renvoie à travers les films de Spielberg et ça va le faire réagir d'une façon très inattendue. Et ça va montrer du coup au jeune Spielberg Fableman le pouvoir de l'image, le pouvoir du cinéma. Et c'est vraiment très très intéressant. Et justement, en parlant par exemple du pouvoir du montage, il y a une scène où le pouvoir du montage est très bien mis en avant. Il y a le fils et son père, donc le fils est un peu plus adulte déjà, qui sont en voiture, le père est au volant, le fils est à côté, et ils sortent d'un truc où il a projeté un de ses films, et la discussion c'est... Dis donc, mon fils, tes films ils sont vraiment géniaux, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais, etc. C'est un bon délire, comment est-ce que t'as fait ça, et que du positif. Et on est donc en chant contre chant entre le fils, le père, le fils, le père. Et à un moment, t'as un cut, et tu te retrouves dans une autre scène, mais toujours dans la même voiture, et cette fois-ci, le père et le fils ont changé de place, le fils est en train d'apprendre à passer son permis, et le père est à côté en train de parler, et d'un seul coup, le ton de la conversation a complètement changé. C'est le père qui dit « Mais enfin, tu vas quand même pas faire du cinéma, c'est pas un métier, c'est un hobby, c'est un passe-temps, c'est pas ce que tu devrais faire, etc., etc. » Et donc du coup, pour montrer le changement complet de ton et d'avis de son père, il le fait passer à travers le montage, et ça marche extrêmement bien. Parlons peut-être rapidement des gamins. Je trouve que le tout petit gamin a exactement les yeux de Spielberg, et un peu moins le reste du visage, et le gamin qui est ado, c'est l'inverse. Il a plus les yeux de Spielberg, d'ailleurs vous voyez qu'il a des lentilles pendant tout le truc pour lui faire les yeux bleus. Par contre, il a toutes ses mimiques, toutes ses expressions, la façon de mettre les sourcils, d'ouvrir la bouche quand il est en train de tourner, de machin, de sourire. Ah, c'est exactement Steven Spielberg en termes de visage, quoi, de structure du visage. Pas les yeux encore une fois, mais les structures du visage, oui. J'ai juste un petit reproche à faire à l'acteur qui joue Spielberg adolescent, c'est qu'en fait, pendant toute sa phase d'adolescence, il joue Spielberg et il a l'air naturel et normal. Et ça passe très très bien. Et à un moment, il fait Spielberg, donc à 16 ans, sur un plateau de tournage, en train de conseiller un de ses acteurs pour lui faire jouer la scène. Donc tu vois justement, vous pourrez voir comment est-ce qu'un réalisateur dirige un acteur, c'est encore une version un peu amateur, avec... il dit beaucoup de choses que l'acteur devrait se dire par lui-même, mais ça vous montrera bien un petit peu la direction d'acteur. Et quand il passe en direction d'acteur, tu sens que le gamin passe en imitation de Spielberg, aujourd'hui, sur le plateau. D'un seul coup, il a plus du tout le même rythme de diction, il se met à bégayer, comme le fait un petit peu Spielberg, qui parle très très vite, et qui bégaye un peu comme moi aussi. Il se met à sortir des tournures de phrases qui sont un petit peu étranges, et tu vois pas trop comment est-ce qu'il arrive à donner des indications aussi extraordinaires. Et donc j'ai trouvé qu'à ce moment-là, t'avais un souci. Quand Fableman devient trop Spielberg, tu sens trop l'imitation de Spielberg et ça paraît plus un personnage crédible, réaliste, et ça paraît même plus raccord avec le reste de ce qu'il joue dans le reste du film en fait. Je vous recommande, grosso modo, de regarder Fableman. Ça va être un tout petit peu long sur le milieu, mais
Grosso modo, c'est un vrai réalisateur qui sait passionner son public et qui sait rendre son film et son histoire intéressante, Spielberg, donc ça m'étonnerait que vous ayez des soucis avec le film. Il est en sélection pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un rôle secondaire, meilleure actrice, meilleure chanson, meilleure musique originale, pardon, et meilleur décor, production design. J'ai bien aimé les décors, notamment par exemple un peu plus tard dans le film, le père a un appartement pour lui tout seul, et ça fait petit appartement. Vous savez, les appartements dans les films américains, ça a toujours l'air gigantesque, les mecs qui vivent, qui sont pauvres comme je sais pas quoi, mais qui vivent dans des lofts de 400 mètres carrés à New York, c'est toujours un peu particulier. Là, tu sens vraiment le petit appartement qui doit faire 30 mètres carrés maximum, quoi. Ça fait très réaliste. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour certaines catégories, mais je pense qu'il remportera la meilleure musique originale parce que c'est John fucking Williams. Je pense également que Spielberg recevra l'Oscar du meilleur réalisateur. Je sais pas, ça doit pas être le premier à mon avis de sa vie. Il y a des films pour lesquels il les méritait moins. Fabelmans, c'est tellement personnel, ça parle du cinéma, donc Hollywood devrait kiffer. Et en plus, Spielberg est très apprécié à Hollywood, tout le monde n'a que des louanges à chanter pour Spielberg. Donc, je vois Spielberg repartir avec la statuette du meilleur réalisateur. Ça me semble assez évident. Ensuite, nous avons le dernier de nos films étrangers, The Quiet Girl, qui nous vient d'Irlande. C'est à 200% du film d'auteur à la française. On suit une gamine qui, a priori, est soit très intelligente, soit très enfermée sur elle-même. Elle vit chez ses parents qui sont des pauvres ploucs qui vivent dans la crasse et dans leur ignorance, avec 5 ou 6 frères et sœurs et un nouveau bébé sur le chemin. Et elle va passer un été en vacances dans la ferme des cousins de ses parents, de sa mère je crois. Et donc dans cette ferme-là, elle va vivre une bien meilleure vie, au contact de la nature et de tout le reste. Ses gardiens vont également se lier d'amitié avec elle, puisque on va découvrir qu'ils ont eu un enfant il y a quelques années et qu'il est mort noyé. Et donc ils projettent un petit peu sur cette gamine leur propre enfant, et donc on va la voir vivre sa vie avec eux, et jusqu'à ce qu'il la ramène chez ses parents, et on va voir du coup comment est-ce que ça aura augmenté, les liens qui se seront créés entre eux, etc. etc. C'est la quintessence du film d'auteur chiant, avec, on s'est foutu de ma gueule quand j'en ai parlé pour Asbestas, mais c'est vraiment la marque de fabrique du film d'auteur. C'est la scène ASMR dans la cuisine, avec la table, si possible avec une toile cirée, le bruit de la casserole, le son direct avec les échos et la réverbération de tous les chocs du bol et tous les pieds, tous les pas par terre, etc. Et bien sûr, le bruit de la pendule qui fait tic-tac inlassablement au fond. C'est toujours ce genre de délire, les films artsy auteurs, notamment sur la campagne et des trucs dans ce genre-là comme Asbestas, et comme celui-ci, quoi. Vraiment, le plan du matin avec le café sur ta toile cirée, avec les mules qui font du schlac, schlac, schlac quand tu marches par terre, la pendule derrière qui fait TikTok et tout le bordel. Bref, The Quiet Girl, c'est super chiant, et ça n'a aucun intérêt, et je ne vous encourage pas à le regarder, et ça ne remportera rien du tout. C'est nommé pour meilleur film international, et comme je vous l'ai dit, ce sera à l'ouest, rien de nouveau. Film d'animation suivant, The Sea Beast. Donc le film d'animation qui est sorti sur Netflix, je vous envoie vers les rattrapages pour voir ce que j'ai pensé du film. Je l'ai trouvé plutôt très cool, mais comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce sera lui qui remportera l'Oscar, et c'est pour ça que je lui ai remis mon Oscar. Parce que moi, The Sea Beast, dans cette liste-là, c'est mon film d'animation préféré de l'année. Turning Red était pas mal, j'ai préféré The Sea Beast. Ensuite, suivant, nous avons The Whale, le dernier film de Darren Aronofsky. Alors, The Whale se concentre sur le personnage de Brendan Fraser, qui joue un homme en surpoids depuis des années, qui, dans ses derniers jours, veut essayer de renouer le contact avec sa fille, jouée par, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la gamine qui joue dans Stranger Things, la rousse avec ses cheveux ondulés, frisés. Je vous avoue que je me suis un peu senti comme un con, parce que j'ai fait tout un truc sur les films qui allaient sortir au début de l'année, donc avec les vidéos à venir, et j'avais dit « Ah, tout le monde est en train de commencer à s'énerver sur The Whale, pourquoi est-ce que ce serait forcément méprisant et méchant par rapport aux personnes grosses, etc. etc. » Le film démarre avec le mec qui fait une crise cardiaque pendant qu'il se branle, alors qu'un jeune mec qui était grosso modo témoin de Jéhovah vient de rentrer dans la pièce, et qu'il est en train de regarder son porno, et tu fais « Ah oui d'accord ».
C'est genre, dès la première scène, on t'a vidé la bouteille de pathétique, et puis on fera avec ce qui reste pendant le reste du film, quoi, parce que putain de merde. Putain de merde. Moi, le truc, c'est que ce genre de truc, ça va faire des mauvais clichés sur les gros, des trucs dans ce genre-là, etc., etc. Toutes les personnes qui sont grosses ne veulent pas forcément être grosses. Il y a beaucoup de personnes qui sont grosses et qui le regrettent. Et on voit très clairement que ce film-là, c'est un film sur une personne qui est grosse et qui le regrette, et il y a une raison pour laquelle elle est grosse. Et tu sens qu'il ne fait pas ça parce qu'il pense que c'est beau d'être gros, il fait ça parce qu'il s'est complètement relâché. Ce qui n'est pas une insulte, parce que ça existe. Il y a des gens qui veulent prendre du poids, il y a des gens qui prennent juste du poids parce qu'ils ont arrêté de faire attention. Donc c'est pas... il y a rien de méchant par rapport au gros, et d'ailleurs, la fille de ce mec est une peste, elle est insupportable, enfin c'est insupportable, c'est vraiment une grosse conne surtout quoi, elle insulte énormément et notamment elle fait beaucoup de sales blagues sur le fait qu'il soit gros, et beaucoup de sales trucs, genre à un moment elle lui dit vas-y t'as qu'à venir vers moi sans ton déambulateur, essaye de rester debout etc, comme un défi, et en fait elle est tellement salope que évidemment tu développes de l'empathie pour ce personnage. J'ai 2 soucis avec ce film, je trouve que ça en fait des caisses. Ça en fait vraiment, vraiment beaucoup trop. Et notamment sur tout le passage de la fin. Ça va un petit peu loin dans tous ces délires-là. Et je trouve que la performance de Brendan Fraser est pas extraordinaire. Et c'est quand même le truc avec lequel on nous fait chier depuis le début des Oscars, c'est mon Dieu, regardez le retour de Brendan Fraser. Et tu regardes le film, franchement, la performance, elle est très exagérée, elle est pas sensationnelle, quoi, et elle fait pas... et elle va vachement chercher dans le misérabilisme aussi, quoi. C'est beaucoup de... mais enfin, mais je suis gros, je machin... Ah... ouais, bon, d'accord. I need to know that I have done one thing right with my life. Donc, je dois vous dire que, personnellement, la performance de Brendan Fraser... Le film va donc nous permettre d'explorer pourquoi est-ce que ce personnage s'est retrouvé dans cette situation et dans cette forme physique-là, en l'abordant à travers son aide à domicile, qui est également en sélection pour meilleure actrice dans un rôle secondaire, je crois. C'est ça, Hong Cho. On la découvre aussi à travers sa fille, donc, et à travers le jeune missionnaire, du coup, le jeune religieux qui vient lui parler de religion, et... à nouveau, dans ce film-là, la religion est très centrale au film. Et en fait, je suis en train de me rendre compte de pourquoi les films récents d'Darren Aronofsky sont complètement en train de me perdre. C'est parce que depuis Noé, il est dans un délire religieux extrême, il ne parle plus que de ça. On avait Noé qui est donc sur l'histoire donc de Noé, le fameux déluge, et l'un des premiers hommes, je crois. Enfin, ces enfants sont ce qui va donner notre descendance à nous, enfin ce qui va nous donner nous en fait. Ensuite, il avait enchaîné avec Mother, qui était une métaphore très religieuse aussi et qui tournait autour de la Terre. Là, il revient du coup avec ce film-là qui tourne aussi beaucoup autour de la religion et de comment on voit la vie et comment on voit les choses, etc. Avec une fin d'ailleurs qui est très pro-religieuse, j'ai envie de dire. C'est aussi un peu pour ça qu'elle en fait un peu des caisses. Honnêtement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a fait un pataquès sur ce film, c'est vraiment parce que c'est Darren Aronofsky et puis qu'il y a toute l'histoire à créer sur le retour de Brendan Fraser, parce que franchement, c'est très loin d'être extraordinaire. Et je voudrais notamment revenir sur les costumes. Alors je vais revenir vite fait, le film est en sélection pour meilleur acteur pour Brendan Fraser, meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Hong Cho, qui joue donc son assistante, enfin son aide de vie, et également meilleur maquillage coiffure. Et maquillage coiffure, ça inclut le costume de gros du personnage de Brendan Fraser. Mais en fait, je le trouve ultra raté, le costume de gros de Brendan Fraser. Soit j'ai pas l'habitude de voir des personnes en surpoids, soit il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop grand, en fait, pour la corpulence qu'il doit avoir. Et tout, alors ça paraît logique, hein, c'est du poids, tout tombe vers le bas, mais tout tombe bizarrement vers le bas. Je trouve que son bide a pas l'air d'être au bon endroit ou au truc. Bon, c'est peut-être justement un des défauts causés par l'obésité quand elle arrive. C'est un costume là du coup pour le film, mais la vraie obésité ça crée ce genre de truc. Mais en fait, à chaque fois qu'il s'est levé, j'avais l'impression que le haut de son corps, et notamment son dos et son ventre, étaient 3 fois plus haut que ses jambes qui avaient l'air d'être 2 fois plus petites. Enfin, il y avait un truc très bizarre, et en même temps, Brendan Fraser, je crois qu'il est grand, donc quand il se lève, il doit faire 2 mètres et quelques, donc ça fait un peu étrange son costume. Et j'ai trouvé qu'en fait, la prothèse, on voyait énormément la séparation entre ses yeux et sa bouche et le reste de la prothèse. Tu vois qu'en fait, ses yeux et ses lèvres bougent énormément, mais qu'il n'y a jamais une ride partout dans toute cette partie-là du visage, en fait. Vous voyez, toute la partie qui est là sous les ombres, jusqu'ici à peu près, parce qu'à partir d'ici, je pense que la tête devrait s'arrêter. Et toute la partie joue qui est ensuite en bas, tu sens qu'en fait, toute cette partie-là est vide d'expression. Et c'est moche,
Enfin, c'est super moche, quoi. C'est le truc à éviter quand tu fais des trucs comme ça, et notamment des tenues de gros. Quand tu vois tout ce qu'a fait Eddie Murphy avec des tenues de gros qui étaient parfaitement crédibles, tu te dis putain, rater ça dans The Whale alors qu'il n'y en a qu'une seule affaire et que c'est le truc qu'il y a sous l'écran pendant tout le film et que c'est le truc central. Merde, c'est un peu raté, quoi. Donc je suis désolé, mais personnellement, je ne remets pas ma statuette au film. Mais comme c'est le pire représentant dans la sélection, je suis parti du principe que c'était à lui que les Oscars allaient remettre le truc. Ils aiment aussi beaucoup le travail de prothèse aux Oscars. Il y avait le truc avec les 3 nanas à Fox News, je me rappelle plus comment ça s'appelait, Scandale ou un truc dans ce genre-là, qui était aussi avec beaucoup de prothèses pour tous les personnages. Ça avait aussi pas mal attiré. La vie de Tammy Faye aussi avait beaucoup attiré l'année dernière avec aussi un gros travail de prothèse. Généralement, le travail de prothèse, ça marque. Là, il y a celle donc du pingouin dans The Batman, mais elle est pas... Alors, elle est ultra bluffante, contrairement aux autres. Mais c'est juste une prothèse dans un coin, quoi. Le reste du maquillage, des coiffures de Batman, c'est pas extraordinaire. Donc si on le récompense, c'est jamais c'est lui qui l'emporte, c'est uniquement pour le pingouin, c'est pas pour le reste. Et du coup, ce serait honteux. Comme je l'ai dit, Al West rien de nouveau, rien d'extraordinaire au niveau maquillage coiffure. Black Panther, pareil, on a fait plus dans le premier film. Elvis me paraît donc moi plus intéressant puisque je lui remets moi ma statuette. Mais je pense que l'Académie va remettre le maquillage coiffure à The Whale. Et je vais partir sur le pari qu'ils vont remettre la statuette à Brendan Fraser, parce que, encore une fois, c'est sur lui qu'on a fait toute la communication et tout le délire avant la cérémonie des Oscars. C'est le truc, c'est le retour de Brendan Fraser sur le devant de la scène. Donc en principe, c'est là-dessus que tout le monde va voter, et je pense donc qu'il recevra la statuette du meilleur acteur. Peut-être un petit doute sur Colin Farrell et Austin Butler en Elvis. Mais Austin Butler en Elvis, honnêtement, vous le regardez parler en interview en dehors du film, il parle aussi avec la voix d'Elvis. Tu sais même pas s'il fait exprès ou pas d'ailleurs. Apparemment les gens commencent à lui faire la remarque, mais c'est la limite quand on lui dit un truc, il met oh, thank you very much. Des trucs dans le genre. Enfin vraiment, t'as vraiment l'impression qu'il est constamment en imitation d'Elvis maintenant. Donc possible que ça parte chez lui, mais je trouve personnellement qu'il fait pas beaucoup d'efforts, donc je suis pas parti vers lui. J'ai l'impression qu'il se joue lui-même. Ensuite, nous avons To Leslie. To Leslie d'ailleurs, qui à l'heure actuelle n'est pas sorti en France, donc pour le voir, j'ai tout simplement... Alors To Leslie, c'est non seulement la même chose que Castaway, donc le récit de la nana qui est un déchet et qui essaie de sortir, mais en plus il y a un mini scandale autour de ce film, c'est que l'actrice qui est nommée en tant que meilleure actrice, enfin qui fait partie des candidats pour meilleure actrice, Andrea Riseborough, a bénéficié d'une forte mise en avant de la part de beaucoup de personnes du milieu. Ce qui en principe n'est pas légal. Alors, je trouve l'hypocrisie de ce genre de règlement avec les Oscars, quand tu sais le pognon que les studios mettent dans le fait de défendre leurs films et leurs machins, et on te dit mais non c'est pas légal d'avoir des professionnels qui viennent faire de la vente et du lobbying pour d'autres films, tu fais ça va, hein, ça vous dérange quand vous avez envie que ça vous dérange. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ce récit de la nana qui est un déchet et qui essaie de s'en sortir, donc elle commence alcoolique et elle va essayer de finir non alcoolique, non alcoolisée, elle va essayer de finir en tourtelle. Et franchement c'est aussi peu extraordinaire et peu passionnant que la plupart de ces films-là, il y a un gros creux au milieu du film. Les 45 premières minutes, c'est que la meuf qui va faire des conneries dans un bar, la meuf qui va faire des conneries dans un strip club, la meuf qui va faire des conneries dans la rue, la meuf qui va faire des conneries ici. Au bout d'un moment, tu fais, on va me la montrer faire des conneries pendant 2 heures, c'est juste ça le film. Heureusement, à un moment, non, elle rencontre un personnage qui est complètement artificiel, parce que personne au monde ne donnerait sa chance à cette nana-là comme ce mec donne sa chance à cette nana-là. Il y a toute une histoire qui est bizarre aussi, c'est un mec qui vit avec un autre mec, mais ils sont même pas gays, c'est juste que le deuxième mec, il a pris trop de LSD, il a fini complètement dingue, et t'aurais même pas soupçonné qu'ils étaient gays si le mec qui a pris du LSD appelait pas l'autre Honey, donc chérie, pendant tout le film. Et tu dis, c'est super bizarre, enfin j'ai trouvé ça très mal géré, honnêtement, j'ai vraiment pas aimé ma séance de To Leslie, j'allais dire détester, non. C'est pas le pire film que j'ai vu de ma vie, c'est pas une grosse merde, ni quoi que ce soit, mais franchement, c'était le film que qui m'a le moins captivé, le moins plu de tout le truc, quoi. Et je ne pense pas qu'Andrea Riseborough recevra son Oscar de la meilleure actrice. C'est déjà absurde qu'elle se soit retrouvée dedans, ça a fait un mini scandale, donc en principe, on ne va pas voter pour elle. Les Oscars ne sont pas à sa presse, cela dit. On va passer maintenant à Top Gun Maverick. Il y a déjà eu un vlog, si vous voulez avoir mon avis complet sur le film, vous savez que j'en suis pas fan du tout, je considère que c'est sympathique, mais j'en suis pas fan du tout, et je considère notamment qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on vante ce film, sur lesquelles on n'a pas de raison de le vanter. Je vous envoie vers le vlog si vous voulez voir l'avis que j'ai eu dessus, qui a fait un petit peu polémique à l'époque, je pense que vous devriez savoir quel avis j'ai. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai trouvé très rigolo avec Top Gun Maverick. Je crois que pour la première fois,
les fans du film notamment, ont réussi à me faire la nique. Parce qu'en principe, quand je critique un film comme ça que les gens aiment bien, le vlog fait quand même pas mal de vues parce que les gens viennent voir ce que je critique. Et pour Top Gun Maverick, je crois que les gens m'en ont tellement voulu d'avoir dit que c'était nul et que je m'étais fait chier, etc. J'ai même pas dit que c'était nul d'ailleurs, mais d'avoir dit que je m'étais fait chier, que je crois qu'ils se sont mis d'accord entre eux pour dire on ne va pas voir le vlog de Durandal. Parce qu'un film qui a fait 1,5 milliard de recettes dans le monde et qui a fait plusieurs millions d'entrées en France, et il a pas dépassé les 200 000 vues sur ma chaîne, c'est très étrange. Et donc je pense qu'on m'a boycotté pour Top Gun Maverick. Donc allez voir le vlog si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il y a des chances que vous l'ayez pas vu, manifestement. Top Gun Maverick est en sélection pour meilleur film, meilleur scénario adapté, encore une fois c'est une suite et donc il concerne une suite comme adapté, meilleur montage, meilleure chanson originale, meilleur son et meilleurs effets visuels. Et sur les effets visuels, c'est vraiment le truc, c'est vous vous rendez compte quand même que ce film est donc sélectionné pour les meilleurs effets visuels. Il y en a combien d'entre vous qui sont venus me dire que le film était meilleur parce que au moins tout était tourné en vrai? La quasi-totalité des plans dans les avions sont refaits. Parce que certes, on a tourné dans un avion de chasse, mais c'était pas le bon avion de chasse. Donc en fait, ils ont juste rotoscopé le contour de Tom Cruise sur le bord de l'image ou assis au milieu de son fauteuil, et derrière, l'avion, l'environnement, la lumière, tout le reste, c'est fait par ordinateur. Donc, le délire du « mais si, je le vois bien que c'est tourné en réel, ça se voit, etc. » Alors oui, c'est tourné dans les conditions du réel, pour le coup. Je vais pas vous retirer ça, ils sont effectivement dans un cockpit d'avion en train de filmer et faire leur truc. Mais, le film lui-même, esthétiquement, c'est pas du tout un film qui n'est fait que en filmant des images réelles, et que en filmant des vrais trucs. C'est, comme je l'avais dit, pour les 3/4 des plans, uniquement des effets spéciaux, et le montage est un montage classique, qui ne tire absolument pas parti d'une mise en scène plus naturaliste, plus simple, qui serait en plan séquence ou un truc dans ce genre là, qui travaillerait le truc pour que tu le sentes vraiment sur la durée, quoi. Comme quand tu vois Tom Cruise décoller du tarmac dans Mission Impossible 5, accroché au bord de l'avion, et que tu vois vraiment du moment où ça décolle jusqu'au moment où ça arrive dessus. Contrairement à Pacifiction, c'est quelque chose qui est important et intéressant à suivre en plan séquence. À ce moment-là, le décollage de l'avion, quand t'as un mec qui est en train d'essayer de se retenir au bord du truc. Quand c'est juste l'avion qui décolle, c'est plus chiant déjà, c'est moins intéressant. Je me suis mélangé tous les trucs. Pour ce qui concerne Top Gun Maverick, je pense qu'il ne remportera rien. Je m'en étais pas rendu compte avant de faire la vidéo. Je ne lui ai rien mis, c'est vrai. Je ne lui ai rien mis du tout. Je pense qu'il est là pour faire plaisir au grand public, et je pense qu'il remportera rien de spécial. Peut-être, éventuellement, les meilleurs effets spéciaux, juste pour faire chier Cameron. Et ce serait en plus super ironique vu comment on a vendu le film, qui remporte les meilleurs effets spéciaux alors que tout le monde a dit qu'il n'y avait pas d'effets spéciaux dans le truc. Mais, en dehors de vouloir faire chier Cameron, je vois peu de chances qu'il remporte les effets spéciaux. Le son, à mon sens, ça fait partie des Oscars techniques qui iront à Avatar. Encore une fois, le monde d'Avatar n'existe pas, mais le son paraît être un truc quasi documentaire et réaliste, parce que t'as le moindre bruit de flotte et le moindre machin. C'est quand même vachement impressionnant. La chanson originale, on y reviendra. Le montage, je vous ai dit, moi je le trouve nul. C'est peut-être pour ça justement qu'il va finir par l'avoir, mais voilà quoi. Scénario adapté, franchement, avec s'il y a d'autres dans les scénarios adaptés, ce serait un peu du gâchis. Et meilleur film, certainement pas. Même si c'est un des plus gros succès de l'année, je pense qu'il n'aura pas meilleur film. Donc voilà en ce qui concerne Top Gun Maverick. On va passer ensuite à Triangle of Sadness, donc sans filtre en version française. Je vous envoie vers les rattrapages si vous voulez voir mon avis dessus. Le film est en sélection pour meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario original. Je pense qu'il ne remportera rien, et je ne lui remets rien. Voilà. Ensuite, nous avons Turning Red. Là aussi, je vais vous envoyer vers les rattrapages pour savoir ce que j'en ai pensé. Film d'animation sympathique, au demeurant. Le film est donc en sélection pour film d'animation, bien évidemment, et comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'il le remportera, et ce n'est pas mon Oscar personnel, j'ai préféré The Sea Beast. Et je crois que nous en sommes enfin à notre dernier film, parce que le reste c'est du docu et du court, c'est ça. Donc le dernier film, ça va être Women Talking. J'abordais ce film avec énormément de méfiance et de peur. C'est un film qui, comme son nom l'indique, est fondamentalement féministe. C'est un film qui réunit des femmes, et ce sont les femmes qui parlent. Je dois vous avouer que dès que le scénario démarre, tu fermes un peu ta gueule, et tu écoutes. Parce que le film démarre, premier plan, c'est une nana qui se réveille, l'entrejambe ensanglantée dans son lit. L'histoire se situe dans une petite communauté religieuse
sans doute un truc proche des Amish ou un truc dans ce genre-là aux États-Unis, dans laquelle les hommes ont abusé de toutes les femmes de tous âges, ils les droguaient pour les empêcher de se réveiller, et plusieurs d'entre elles sont désormais enceintes, plusieurs se sont réveillées avec des blessures, et certaines se sont suicidées à cause du traumatisme. Certaines des femmes finissent par découvrir que ce sont des hommes, les hommes sont envoyés dans la grande ville la plus proche pour être entendus par les flics, et pour qu'on voit si on doit les arrêter et les mettre en prison ou pas. Et les femmes ont 48 heures pour décider si elles veulent rester ou partir, et qu'elles restent ou qu'elles partent, est-ce qu'elles essayent de se battre, ou est-ce qu'elles essayent de pardonner. Et chaque femme de cette audience a une variation de l'association de ces 4 choses. Parfois avec l'une d'elles qui manque ou un truc dans ce genre-là. Mon problème souvent avec les films féministes, c'est que t'entends souvent un mouvement spécifique du féminisme, souvent le plus agressif. Et ce film-là, justement, va prendre en compte des tonnes de visions de la femme, de la féminité et du féminisme en même temps, et va permettre à chacune de s'exprimer. On va avoir la meuf qui te dit que tous les hommes, sans conteste, enfin sans aucune exception, sont des ordures et sont à tuer, et puis t'as une nana qui pense à l'inverse, que c'est pas forcément la faute des hommes, et elle ne souhaite pas forcément par exemple qu'il y ait une vengeance, elle souhaite par exemple qu'il y ait du pardon. Mais même sur la forme de pardon, il y a différentes façons de pardonner, il y a aussi différentes façons d'être en accord avec leur religion, et la religion est très importante du coup dans ce débat, parce que si elles s'enfuient, elles sont excommuniées. Et donc, elles peuvent se voir refuser l'entrée des portes du paradis pour avoir refusé de pardonner à leurs agresseurs. J'ai trouvé donc que c'était une histoire qui était fascinante, extrêmement tendue, extrêmement intéressante. Toutes ces femmes sont extraordinaires et t'as envie vraiment de les suivre de A à Z. Il y en a qui expriment la colère la plus forte, il y en a qui sont d'une fragilité et d'une noblesse et d'une gentillesse incroyable. Ça va des plus jeunes aux plus vieilles et tout le monde a son occasion de briller, son occasion de rire aussi. On essaye d'avoir aussi un peu de légèreté. Il y a un running gag pendant tout le film, il y a une vieille qui parle constamment de ses 2 chevaux, qui s'appellent Ruth et Cheryl. Et donc Ruth et Cheryl, et genre c'est à chaque fois qu'elle a un truc à dire dans la conversation, c'est « J'ai une histoire à raconter sur Ruth et Cheryl ». Et la première fois, les nanas sont toutes « Pardon, quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Et la deuxième fois qu'elle le fait, c'est « Oh, sérieux ?» Puis il y a une troisième fois, c'est « Oh, tu vas nous casser les couilles longtemps avec tes chevaux !» C'est assez rigolo. T'as un peu un bêta-mail absolu qui est joué par Ben Whishaw, qui est genre le mec qui passe le film à baisser la tête, à dire non et à pleurer parce que ils se sont coupables des crimes de tous les hommes. Mais lui aussi est traité de façon à apporter un point de vue à relativiser un petit peu certains sujets qui sont abordés, et il n'est pas du tout inutile, il n'est pas maltraité. Quand il est maltraité, les autres femmes vont faire remarquer à une femme qui l'a maltraité, qu'elle l'a maltraité, qu'elle n'a pas de raison, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un film qui était étonnamment juste et qui essayait vraiment pas d'aller spécifiquement dans une direction, tout en étant globalement féministe, hein, bien entendu. Enfin évidemment qu'on va pas finir le film en disant non mais en fait les hommes ils avaient raison, faudrait qu'ils recommencent là toutes les nuits. C'est évidemment que ça va pas être ça la conclusion hein, quand même. Mais c'est infiniment plus pertinent, j'ai envie de dire, que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais plus à un discours féministe assez basique et un peu au ras des pâquerettes, et là franchement j'ai quelque chose de tellement varié, de tellement nuancé, que pour le coup, je suis complètement rentré dedans. C'est l'état des lieux un peu du féminisme aujourd'hui. Presque. Je trouve ça vachement intéressant. Il y a aussi quelque chose qui est très bien foutu parce que on essaie d'installer le malaise pendant tout le film, il y a plusieurs façons. Il y a ce côté déjà archaïque de l'environnement, qui est d'autant plus malaisant quand tu découvres qu'en fait, l'histoire se passe, alors je sais plus quand exactement, mais c'est grosso modo dans les années 2000, quoi. Il me semble avoir entendu 2010 à un moment. Je crois qu'on fait le recensement de la population, et il y a une voiture qui passe pour faire le recensement. Et en fait, tu viens de passer 25 minutes ou 40 minutes à voir ce truc-là et tu te fais « Ouais, bon, c'est une petite communauté dans l'Angleterre de tel siècle ou je sais pas trop quoi. » Et d'un seul coup, tu vois la bagnole qui débarque et qui fait « On fait le recensement, etc. » Et tu fais « Ah, ça a eu lieu en 2010. Ah d'accord. Très bien. » T'as aussi le ratio qui est pas du tout, qui est pas un ratio 2,39 classique, ça doit être du 2, alors je sais pas ce que c'est, ça doit être du 2,50, 55, 60 ou un truc dans ce genre-là. Mais alors c'est du coup du scope extrêmement fermé sur le dessus, et j'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup de réalisateurs dire dans leur vie que le scope pour eux faisait sentir un sentiment d'étroitesse, et que c'était que tu te sentais enfermé dans ce format-là. Ce à quoi j'ai jamais été d'accord, parce que pour moi, au contraire, c'est du ratio large, quoi. C'est du ratio qui te permet de voir très très loin, et t'as quand même encore assez de hauteur pour faire un truc sympathique en hauteur. Et là, du coup, en 2,55, vraiment, tu sens le côté claustro, quoi. T'as l'impression de regarder un film à travers l'ouverture d'une boîte aux lettres. Et tu sens, du coup, à quel point elles sont serrées dans le cadre, à quel point est-ce que le cadre est restreint,
Et tu sens le côté angoissant de la situation qu'elles sont en train de vivre en fait. Et puis bien entendu, il y a une gamme de couleurs qui est plutôt désaturée pour à nouveau t'entretenir dans le malaise. Donc c'est vrai que j'ai trouvé le film qui était assez fascinant. Woman Talking est en sélection pour 2 catégories. C'est en sélection pour meilleur film et meilleur scénario adapté. C'est à lui que je remets mon Oscar du meilleur scénario adapté. Je trouve que la façon de présenter la situation, la façon de faire évoluer les révélations dans le film, la façon de gérer les dialogues, la maîtrise, je trouvais que le film était incroyablement bien écrit. C'est d'ailleurs écrit par la réalisatrice, Sarah Polley, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est ça, Sarah Polley. Et vraiment, j'ai trouvé que le travail était excellent sur l'écriture, notamment sur les dialogues aussi, mais vraiment sur l'évolution, l'avancée du script, etc., etc. Donc, je lui ai remis ma statuette. J'ai un petit doute sur le fait qu'il la remporte de la part des Oscars, donc je ne lui ai pas mis. C'est peut-être le film que je verrais remporter l'Oscar du meilleur film. Ce serait un petit peu comme Coda, faire passer le message politique avant le reste. Alors le truc c'est que contrairement à Coda, c'est un film qui est très lourd, Woman Talking, même s'il y a de l'humour et un peu de légèreté, ça fait moins feel good, et j'aime généralement ce qu'ils aiment bien avec Coda ou avec des trucs comme Green Book et là, c'est plutôt le côté feel good. Donc j'ai un doute, mais c'est aussi un film qui est assez fort politiquement, et étant donné qu'ils aiment bien être politiques les Oscars, c'est pour ça qu'ils doivent essayer de se rattraper maintenant avec Tar et des trucs dans ce genre là, parce qu'ils ont trop abandonné une partie de l'audience. J'ai un petit doute, peut-être qu'ils pourraient remporter un truc sur le film, mais je ne suis pas parti là-dessus du tout. Voilà, je crois que c'est fini. Je crois que je n'ai rien manqué, mais au cas où, je vais vous mettre des petits tableaux qui vont résumer toute ma sélection et ce que je pense voir gagner pour les Oscars. Et puis, on se retrouvera donc 1 à 2 jours après la cérémonie, quand j'aurai eu le temps de monter ma vidéo de réaction à tout ce qui se sera produit. Je vais vous dire une petite chose, cela dit, maintenant. Si Michelle Yeoh ne remporte pas l'Oscar de la meilleure actrice cette année, les Oscars et moi, c'est fini. Les Oscars et les acteurs, j'ai toujours eu du mal. Chaque année, c'est toujours un truc qui est un peu laborieux. Mais alors cette année, c'est genre indéniable que c'est Michelle Yeoh qui doit choper un truc. Si elle ne le chope pas, les Oscars ne valent plus rien. Ça fait des années qu'on en doute. Ça, ce serait la preuve. Si Everything Everywhere All At Once fait pas un carton, et si Michelle Yeoh ne part pas avec la meilleure actrice, les Oscars, c'est mort. L'année prochaine, il n'y en aura plus. Voilà ce que j'avais à dire pour mon avis sur ces différents films. J'espère que je vous aurai donné envie d'en voir certains, et je vous aurai fait découvrir ceux que vous ignoreriez éventuellement. J'espère que tout ça vous aura plu. On se retrouve dans l'autre vidéo démonétisée pour revenir sur la meilleure chanson, mais ça va être assez vite réglé à mon sens. Oh, vous savez, peut-être que cette année on peut éviter de faire la deuxième vidéo, je vais éviter de mettre un clip. En meilleure chanson cette année, dans la sélection, on a Applause from Tell It Like a Woman. Qui est un film documentaire d'ailleurs, du coup je ne l'ai pas vu celui-ci, vu que c'est que la musique qui est en sélection et que c'est juste un film documentaire, je l'ai pas rajouté à ma liste de films à regarder, j'avais déjà regardé assez de films depuis le début de l'année, j'ai dû regarder à peu près 70 films depuis le début de l'année, donc ça va aller, hein, si je m'en évite un, c'est bon. Il y a également Hold My Hand qui est dans Top Gun, Maverick. Il y a Lift Me Up qui est dans Black Panther Wakanda Forever, il me semble que c'est un truc, c'est pas Rihanna ou un truc dans ce genre là qui l'a chanté. Lift me up. Et This Is a Life from Everything Everywhere All At Once. This is a life. Tout ça c'est très bien, mais avez-vous déjà entendu parler de Naatu Naatu? పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దుక్కు గలిపినట్టు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు నాటు నాటు. Et donc voilà, comme elle est en compétition, je mise évidemment sur Naatu Naatu. Tout le monde a kiffé Triple R l'année dernière, et notamment cette chanson-là. C'est une des comédies musicales les plus classes que j'ai jamais entendues de ma vie. Il y a un côté en plus ultra folklorique, ça fait un peu gig irlandaise, truc grec aussi, je sais plus comment s'appelle le truc où la musique s'accélère petit à petit. Et ça fait un petit peu ce truc-là aussi, quoi. Ça commence à une certaine vitesse, ça va accélérer petit à petit, c'est tout un concours et des machins. Enfin, la musique, elle est absolument dingue. Honnêtement, je m'en fous, les 4 autres n'existent même pas, quoi. C'est Naatu Naatu, et c'est tout. Et à mon avis, c'est elle qui remportera l'Oscar, et elle a mon Oscar de la meilleure chanson originale.
Voilà donc, ça y est, tous les pronostics sont faits. Vous me retrouverez dans les prochaines vidéos des Oscars, et ensuite, ça y est, la chaîne change complètement, fait peau neuve, et on va changer de rythme. Plus de Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, et de grosses vidéos, en général, en principe. J'espère. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.